Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013 et donc, comme vous le voyez, toujours vivant. Aujourd'hui, nous partons à la Martinique à la rencontre de Sandrine. Bonjour Sandrine, je croyais que je t'avais perdu, tu étais figée. Bonjour Sandrine. Ah non, je suis figée parce que j'attends. Bonjour Ulrich, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sandrine, j'habite en Martinique, je vis en Martinique et j'ai débuté l'alimentation cétogène en Martinique avec toutes ses contraintes. C'est très intéressant parce que j'ai vu plusieurs personnes qui réclamaient des témoignages de personnes dans les îles. Alors, quand je dis dans les îles, ça va être Polynésie, Réunion, Guadeloupe, Martinique, parce que c'est souvent des ingrédients qui sont un peu différents de la métropole. Et donc, les gens voulaient savoir comment c'était possible de vivre cétogène dans les îles. Donc, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et ton témoignage sera certainement très utile et très attendu. Donc, peux-tu te présenter plus largement qui tu es, ce que tu fais et puis pourquoi tu en es arrivé à découvrir le régime cétogène? Alors, depuis peu, je suis devenue coach certifié en nutrition, spécialisée du coup en alimentation cétogène, mais pendant 15 ans, j'étais enseignante, professeure d'espagnol. Voilà. Et en fait, le keto, tout simplement, a changé ma vie, puisque de toute façon, ça a changé ma vie, ça a changé mon poids, ça a changé mon énergie. Et, euh, et puis maintenant, c'est devenu ma profession. Donc voilà, ça a été un bouleversement bénéfique. Voilà. Alors, en quelle année tu découvres le régime cétogène et qu'est-ce qui t'a amené sur le régime cétogène? Alors, je découvre l'alimentation cétogène en 2018. Je m'en rappelle très précisément, c'était pendant les vacances de Noël en 2018. Ce qui m'a amené, c'est que ça faisait 20 ans que je souffrais de maux divers, surtout au niveau digestif. Mhm. On m'a baladé, on m'a souvent dit pendant tout ce laps de temps que c'était dans ma tête. J'ai vu une nutritionniste très réputée en Martinique à ce moment-là. On devait être en septembre, je crois. Donc, je me dirige vers cette nutritionniste qui, je me dis, c'est la meilleure, elle va m'aider. Ça ne m'aide pas. Mhm. Et je me rappelle de ce jour de décembre où, comme c'est les vacances, parce que je suis enseignante, donc les vacances, voilà. Oui, je regarde des vidéos de nutrition et je tombe sur quelque chose en anglais. Comme je comprends l'anglais parfaitement, même si je le parle mal, je me pose et j'écoute une vidéo, deux vidéos, 10 vidéos, 3 heures plus tard, je me dis, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Eh bien, vu l'état dans lequel je suis, en fait, je souffrais de façon tellement intense. Et on a une spécificité en Martinique. Noël, c'est fait pour bon, alors, chanter, parce qu'il y a les chanter Noël, mais aussi manger. Et manger surtout beaucoup de choses que j'ai découvert, c'est ça qui me faisait mal en fait. Et c'est pour ça que je souffrais autant à ce moment-là. Et je me dis, tiens, je vais essayer après Noël. Je me dis, je vais essayer le 2 janvier, parce que le lundi, on est premier, je suis invitée en famille, je pars. Voilà, et puis je ne m'y connaissais pas tant. Donc, je me dis, je vais essayer le 2. Mais le lundi, en plein déjeuner familial, je souffre tellement que j'ai pas le choix, en fait. Mhm. Avec le peu que je connaissais ça faisait 10 jours que je me renseignais, eh ben, je me suis jetée sur tous les aliments que je pensais keto. Voilà, c'était ça, ça a l'air keto, ça a l'air keto. Et résultat, 3 semaines plus tard, non même pas, 10 jours plus tard, on va revenir, 10 jours plus tard, je me rends compte que j'ai plus mal au ventre. Mais c'était un truc miraculeux, quoi. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était que de ne pas sentir que son ventre est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, c'était une obsession, quoi. Tout le temps, mon ventre, je savais On qu'il bien était comprendre ce que tu es en train de dire, parce que beaucoup de gens voilà. partagent ces symptômes. Et il était là physiquement, oui, parce qu'il était arrondi, j'avais toujours l'air enceinte, mais c'était même plus devenu un problème, ça. C'était même plus ma priorité quand je cherchais une autre façon de m'alimenter. Ce qui était une priorité à ce moment-là pour moi, c'était vraiment de plus souffrir, tellement je souffrais. Donc je me dis, au bout de 10 jours, j'ai plus mal, je tiens quelque chose. Mais je suis toujours pas en train de penser à perdre du poids. Mais vraiment, hein, au bout de 21 jours, j'ai je mange une salade avec du lambi grillé sur à Saint-Plus. Je dis ça pour tous ceux qui sont en Martinique et qui savent. Dans une gargote très connue qui vend des super plats. Donc, juste une salade avec le lambi, c'est un mollusque. Et je n'arrive pas à finir mon plat. Alors que j'ai rien mangé avant, quoi. C'est-à-dire que j'ai juste mangé ça et je me dis, mais tiens, c'est bizarre. À quel moment on peut être rempli en mangeant une salade avec un fruit de mer? Mhm. J'ai jamais entendu ça et je n'ai jamais vécu ça.
Donc là, je tiens une deuxième chose, c'est-à-dire que j'arrive à satiété plus vite, mais sans souffrance, sans me dire, ah non, si je mange pas maintenant, je vais avoir faim tout à l'heure. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, on arrivait à satiété, avant, dans mon ancienne vie, tu arrives à satiété, soi-disant, sur l'instant, et puis après, tu as faim après. Et en fait, non, après ça, j'avais pas faim. Bon, deuxième chose, et il s'avère, bon, après, je suis partie en voyage avec mes élèves, j'ai tenu. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai tenu. En fait, je crois que le bien-être était tellement supérieur que j'ai réussi à tenir en alimentation cétogène, en étant en transit à l'aéroport, à Strasbourg, à Tenerife, voilà, avec à gérer 14 gamins. Mais c'était même pas un problème pour moi, tellement je me sentais bien. Et 3 mois plus tard, je me pèse un jour et j'ai perdu 10 kilos. Mais je n'ai pas perdu les 10 kilos pendant les 3 mois, je les ai perdus en une seule fois au mois de mars. Je ne sais pas quand, je ne saurais pas dire si ça a commencé le 12 mars et puis ça s'est révélé le 31 mars. Non, je suis montée sur la balance au début mars, je faisais toujours le même poids qu'en janvier et fin mars, je ne faisais plus du tout le même poids. Mais là, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'était vraiment, c'est comme si c'était un truc magique. Et quand ça fait 20 ans qu'on essaie de perdre du poids, déjà, dans un premier temps, et que ça fait 20 ans qu'on essaie et qu'on souffre de quelque chose et que personne n'a trouvé de solution à part me dire que c'est dans ma tête, on se dit c'est de la magie. Et là, j'ai voulu savoir comment s'opérait cette magie. Et je suis rentrée dans les choses. Et là, ça a fait que dérouler. Et je suis tombée dans un monde merveilleux. Tu as découvert une grosse pelote et tu as tiré pour tout en apprendre. Donc, on a pu t'aider à essayer de comprendre tout ça. Et comment ça s'est passé? Donc, du coup, tu disais début 2018, c'est ça? Janvier 2018? Fin 2018. Donc, janvier 2019, mars 2019, tu dis que tu perds 10 kilos. Et puis après, comment ça se passe? Quelles sont tes lectures? Quelle est ta démarche pour améliorer tes connaissances en régime cétogène? Et puis, comment toi, tu le vis? Qu'est-ce que tu fais dans ton régime cétogène? Comment tu vis ça? Alors, les démarches pour en savoir plus, c'est beaucoup de vidéos et de lectures en anglais sur tout ce que je peux trouver de façon gratuite, parce que ça, c'est une autre contrainte aussi. Le moindre livre, il faut le commander, il faut attendre combien de jours. Moi, je suis pas... et puis, on sait jamais. Et puis, en plus, on sait jamais si on va payer ou on va pas payer. Moi, je commande presque jamais rien parce que je sais jamais si je vais payer une taxe ou pas. Et j'ai pas envie de découvrir, parce que ça m'est arrivé une fois de commander des livres pour ma grossesse. Ça fait 12 ans, c'est vrai. Et on me dit qu'il faut payer en plus. Donc, c'est bon, chat échaudé, craint l'eau froide, donc je ne commande plus rien. Donc, je fais tout gratuitement ou tout ce que je peux avoir sous format numérique. Je lis. Je ne saurais pas te dire qui, quoi, comment, parce que les noms et moi. Mais voilà, je lis, je cherche, mais tout est en anglais. Et puis, je tombe un jour, alors là, tu vas découvrir quelque chose que je ne t'en ai pas parlé. Je découvre un jour Eat Fat to be Fit. Je me dis, quoi? Il y a des gens en France qui parlent de ce truc. J'achète la formation et je l'écoute, je la réécoute, je prends des notes, j'en apprends des choses. Et puis, je peux mettre des termes en français sur des mots en anglais parce que je comprends très bien l'anglais. Hein. Je peux traduire aussi ce que je lis. Mais mon problème, c'est que en fait, comme le mot, le terme, je l'aurais appris en anglais, c'est tout de suite le mot en anglais qui va me venir. Je vais avoir du mal à trouver une traduction. Voilà, je suis prof d'espagnol en plus, donc en fait, je peux accumuler les langues, mais après pour restituer en français, des fois, il n'y a pas de. Voilà. Et là, j'ai des termes, des gens qui peuvent me permettre de parler de tout ça en français. Je me dis waouh. Et je continue à comprendre les choses, à essayer de trouver, parce que je n'ai pas de formation médicale, mais je me dis, voilà, il faut que je comprenne. Et en fait, pendant toute cette période, je rentre pas dans il faut manger tant, il faut manger ci, il faut manger ça. Non, je mange. Comme je n'ai jamais été une grosse mangeuse, c'est-à-dire que j'ai pris du poids, mais en ne mangeant rien. Donc, en fait, j'essaie de manger comme je peux, en fait. Je mange juste ce qui est considéré comme compatible, mais je ne regarde pas les quantités parce que de toute façon, je ne peux pas manger des quantités astronomiques. Et je vois que ça fonctionne, donc je ne me préoccupe pas. Le moment où je me préoccupais des quantités, je me posais question des macros et tout, même si je les connais théoriquement et que c'est quand les gens commencent à me dire, mais comment tu as fait pour perdre du poids, Sandrine? Et puis, c'est pas comment j'ai fait pour perdre du poids, c'est comment tu as fait pour perdre du poids, comment tu as fait pour tenir tout ça de temps, et pourquoi c'est aussi joli? Pourquoi ça ne pend pas? Pourquoi tu es toujours ferme? Voilà, c'est ça. Les gens se disent, tu as perdu du poids, mais tu as bien perdu du poids, mais pas comme j'ai l'habitude de voir les gens perdre du poids, en fait.
Je dis, mais parce que il faut faire ci, il faut faire ça. Et à force de petits conseils comme ça, les gens me disent, mais tu veux pas m'aider? Une personne, deux personnes, trois personnes de mon entourage. Je dis, OK. Un jour, quelqu'un m'appelle, me dit, oui, j'ai entendu dire que vous êtes et tout. Je dis, non, je suis rien, je donne des conseils. Oui, mais moi, je veux vous payer. Je fais, OK. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me dis, pourquoi pas penser à, pas une reconversion, juste un side business. Maintenant, on dit ça, mais à l'époque, je ne disais pas ça. Hein. Donc, je passe ma certification. Voilà, Covid arrive, j'ai tout le temps de bouquiner encore plus sur tout ça, même si j'avais beaucoup de travail en distanciel, c'était horrible, mais bon, voilà, mais au moins je suis à la maison, je peux bouquiner. Et puis, entre-temps, il se passe beaucoup de choses dans mon boulot qui font que mon boulot, je ne peux plus le faire alors que je suis passionnée. Mais ça tombe bien, j'ai une nouvelle passion. Donc, j'ai un nouveau boulot. Merveilleux, une passion pousse une autre. Des fois, tu sais, on dit dans la vie, quand on a une passion, c'est le vrai drame d'une passion, c'est qu'on renonce à d'autres choses. Parce qu'en général, une passion, elle t'avale. Et donc, quand tu décides de vouer ta vie à une passion, ben, directement, tu es obligé de dire non à plein d'autres choses. Et donc, toi, tu as fait pousser une passion remplacée par une autre. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Franchement, je me dis c'est merveilleux. J'ai cette chance. Bon, alors maintenant, donc tu as plus de 4 ans continu en régime cétogène. Quels sont tous les bienfaits que tu as pu obtenir dans ces 4 années au niveau du poids? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as eu d'autres bienfaits? Je parle par exemple des migraines, au niveau de la clarté mentale, la concentration. Quels sont les bienfaits que toi, tu as pu en tirer? Alors, ben justement, c'est de là que je parle de magie, c'est-à-dire que bon, quand on le vit, on ne se rend pas compte, mais quand on doit rendre des comptes et expliquer les choses aux gens, c'est là que je me rends compte de tout ce que j'ai gagné. Parce qu'en fait, quand on gagne, en fait, on ne se rend pas compte des petits changements qui s'opèrent. Et à chaque fois que je dois expliquer aux gens pourquoi ils devraient faire cette alimentation, je suis obligée de me rappeler de tout ça. La Sandrine jusqu'à 2018, c'est une Sandrine qui ne dort pas la nuit et qui dit « Oh non, moi j'ai besoin de 3 heures de sommeil, ça me suffit. » Voilà. C'est une Sandrine qui, quand elle est invitée à un repas, on lui prépare un espace où s'endormir, où dormir. Parce que dès que je mange, je ne suis plus bonne à rien. Donc, j'ai tous les bons moments en famille ou tous les bons moments entre amis. Ben non, je les passe pas en fait. Je les passe à table et après, quand la table est finie, moi je vais dormir. On m'appelait la belle au bois dormant, on se moquait gentiment de moi. Sandrine, on t'a réservé ton lit. Sandrine, tu peux prendre, on t'a déjà préparé cet espace parce que je m'endormais dès que j'avais mangé. C'était horrible, horrible de se voir passer à côté de sa vie. Et c'était une Sandrine aussi qui avait pas l'énergie, qui était tout le temps. On m'avait même dit, certaines personnes de mon entourage pensaient que j'étais bipolaire parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très enthousiaste et de très enjoué au quotidien. Mais ça, je l'ai découvert après avec le keto. Parce que je pouvais être justement très enjoué, très enthousiaste, et puis après très dépressif, très déprimé et tout. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas dû à moi, c'était dû à l'alimentation. C'est-à-dire que peut-être que je faisais X choses qui faisaient que ça allait, parce que j'avais pas mangé de trucs qui bougeaient mon insuline dans la journée, ou j'avais fait un petit peu de jeûne intermittent par-ci par-là. Donc j'étais pleine de machin. Et puis si on avait fait 2 jours voilà, 2 jours de crêpes ou 2 jours de galettes, après j'étais un petit peu là, je me traînais, mais je savais pas pourquoi. Eh ben, depuis 2010, depuis ça, je suis tout le temps jouée, tout le temps de bonne humeur, tout le temps bout en train. J'ai de l'énergie à revendre, donc je suis devenue entrepreneur. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que mon boulot de prof, je ne pouvais plus le faire comme je voulais, avec toute l'énergie que j'avais. En fait, ça débordait de mon boulot. Et il a fallu que je prenne des choix, en fait, que je fasse des choix, parce que quand on est délégué syndical au CA de son établissement, formatrice pour l'académie, on fait tous les projets qu'il y a à faire dans le collège et tout. Au bout d'un moment, on se sent quand même toujours limité parce que cette énergie, j'avais vraiment trop d'énergie pour ce boulot en fait. Et en plus, même si c'est un boulot où on était plutôt libre, on me faisait souvent remarquer, mais tu n'es pas à ta place là, va dans la salle de cours, on ne t'attend pas dans les autres endroits. Donc ça m'a un petit peu dégoûtée. Donc je me suis dit, je vais aller utiliser cette énergie autrement. Et puis la clairvoyance qui me fait voir les choses de tout totalement différent. Je vois les mécanismes de la société dans laquelle on est, je vois des choses que je ne voyais pas. J'étais aveugle, j'étais fatiguée, j'étais dépressive, j'étais endolorie parce que j'avais mal au ventre, mais je commence à avoir des douleurs articulaires au réveil. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? À l'époque, j'avais 38 ans.
je me suis dit, c'est ça vieillir? Mais en fait, non, c'est pas ça vieillir, c'est ça vieillir, bousillé par la société dans laquelle on vit, en fait. Et je te dirais que ce qui m'a le constat que je fais actuellement et qui me fait vraiment mal, c'est que ça m'est arrivé à partir de l'âge de 22 ans parce que ben, j'ai pris la pilule contraceptive qui a certainement bougé des choses. Et j'étais une jeune femme, voilà, celle que je connais là, 43 ans maintenant, c'était celle de 22 ans. Et j'ai eu une parenthèse dans ma vie à cause de cette pilule. Parce que j'étais quelqu'un qui justement faisait minimum 5 heures de sport par semaine. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent, mais non, oui, je courais tous les jours et dès que il y avait du volley, j'allais au volley, l'escalade, j'allais au hip-hop, voilà, j'avais aucune limite. Mon corps, c'était une machine de guerre et j'avais presque pas besoin de manger. À l'époque, je faisais beaucoup de jeûnes intermittents, mais parce qu'en fait, c'était voilà, quand on est étudiant, on n'a pas envie de se préparer à manger, donc voilà. Mais après, ça fonctionnait plus le jeûne intermittent, mais une fois que tes hormones sont busy, tu comprends que c'est pas ça la solution, voilà. Et cette jeune femme, voilà, je l'ai perdue brutalement et je la retrouvais 20 ans après. Et voilà, c'est pas l'âge. Il faut arrêter de dire que c'est l'âge. C'est faux. Ouais, mais le vrai problème, en fait, c'est que tu sais, quand 99% des gens expérimentent la même chose, tout le monde croit que l'origine, c'est la même. C'est-à-dire que quand 99% des gens mangent littéralement de la merde qui les détruit, et donc forcément, sur la santé, bah, c'est des problèmes d'énergie, des problèmes articulaires, de douleur, ventre ballonné, des problèmes de stabilité d'humeur. Les gens, dès qu'ils ont faim, ils deviennent complètement fous, enfin, ils sont gouvernés par les glucides. Comme tout le monde expérimente ça, bah, ça devient normal. Voilà. Et donc, personne s'imagine un autre mode de fonctionnement. Et il faut l'avoir goûté pour l'imaginer. C'est ce que tu as fait. Et je te félicite. Et en fait, ça rejoint le témoignage de beaucoup de gens. Quand ils arrivent sur un régime cétogène, ils se retrouvent à avoir une énergie différente, ils se retrouvent à avoir une stabilité d'humeur, ils se retrouvent à avoir envie d'autre chose. C'est là où les gens, par exemple, apprennent un nouveau métier, changent de travail, créent une entreprise, font des choses nouvelles qu'ils ne faisaient pas avant. Et donc, le régime cétogène, ça a été vraiment un carrefour. Il y a une borne dans leur vie. Il y aura eu un avant et un après. Et tu viens parfaitement de rappeler cet exemple-là pour toi-même. Ouais. Et je te dirais même que l'alimentation cétogène que je pratique actuellement, c'est plus celle que je pratiquais avant. Avant, j'étais totalement stricte et tout. Maintenant, c'est intéressant, tu vas pouvoir nous parler de ton évolution entre le début de ton régime cétogène et ce que tu en as fait maintenant. Raconte-nous comment ça a évolué, le nombre de repas, ce que tu mangeais, ce que tu manges plus, ce que tu manges maintenant. Comment ça s'est passé avec ces années? Alors, au tout début, comme je t'ai dit, comme j'étais néophyte, novice et que j'apprenais, je ne faisais que suivre, mais je m'y connaissais en macronutriments, on va dire, globalement. Donc, je savais exactement identifier des protéines, des lipides, parce que quand j'étais plus jeune, c'est un sujet qui me passionnait déjà, en fait, il n'y a pas de secret. Puis quand tu es sportive, tu fais attention à ce que tu fais, donc tu fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Donc voilà, j'avais déjà ces connaissances-là, donc je comprenais qu'il fallait manger plus de gras, donc plus de lipides, les bons lipides, je savais les identifier, donc protéines. Je ne me prenais pas la tête. Quand j'ai dû enseigner aux gens, j'ai commencé à devoir poser des faits, expliquer, parce que les gens, ils ont besoin de quantité, ils ont besoin de savoir précisément. Tu peux leur dire juste mange du gras, non, parce qu'après, ils peuvent, justement, comme ils n'ont pas de connaissances, ils peuvent se tromper. Donc, il faut poser les choses, il faut leur donner un guide. Et donc, du coup, j'ai dû moi-même, avant de commencer à dire aux gens ce qu'il faut faire, il fallait que je teste. Donc, du coup, faire le 95-5 ou 75-20, voilà, j'ai essayé des protocoles différents sur plusieurs. Voilà, et je leur dis souvent quand je rencontre les gens de ma communauté, je leur dis, en fait, je suis votre cobaye, je teste des trucs avant de venir vous dire. Et donc, j'ai testé l'alimentation keto stricte avec des macros, des machins et tout ça. En même temps, je coachais les gens, je leur expliquais les choses. Et là, ce que je teste, c'est ma flexibilité métabolique. Je me dis, bah, je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Ça fait peut-être un petit peu moins d'un an que je teste ma flexibilité métabolique. Je teste des théories sur mon corps pour voir, parce que je sais que mon exemple ne peut pas servir d'exemple à tout le monde, mais il faut que je vive pour savoir. Et parallèlement à ça, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent, mais j'ai pas envie de faire keto toute ma vie. Et je suis en mesure de leur dire, mais tu peux ne pas faire keto toute ta vie. Voilà, c'est ce discours-là que je peux tenir, que je n'aurais pas pu tenir il y a 2 ans. Et donc là, actuellement, comment je mange? J'ai appliqué, c'est mon principe. Je dis qu'il faut identifier les moments où tu sais que tu ne seras pas keto. Parce que à ce moment-là, il y a un événement particulier et des fois, il y a des imprévus.
Bon, il faut que tu arrives à les identifier, pardon, il faut que tu arrives à avoir une visibilité. Et c'est comme quand on gère un budget, c'est la même chose. Donc, tu prévois le non prévu, non prévisible, mais tu prévois le prévu. Comme ça, au moins, on est tous d'accord. Et sur ces moments-là, je me lâche la grappe, mais 80% du temps, je suis en alimentation cétogène stricte et propre, avec mes macros que moi, j'ai décidé par rapport à moi, mes objectifs. Parce qu'en fait, je suis keto pour des objectifs purement de santé. Ce n'est pas un keto pour perdre du poids. Donc, je n'ai pas besoin d'être aussi stricte. Et je veux garder cette flexibilité. Je te dis exactement à quel moment. Les anniversaires de mes enfants, mon anniversaire, celui de mon mari, et à Noël. Parce que moi, j'aime les gourmandises de Noël. Et en fait, hasard du calendrier, mais ça fonctionne que pour moi. Et j'encourage toujours les gens à se poser, mes coachés à se poser. Hasard du calendrier, mes enfants, ils ont leur anniversaire et à 3 semaines, 1 mois d'écart, le 23 juin au 17 juillet. On fait toujours 10 000 fêtes. Donc, je sais que pendant ce temps-là, je me lâche à grappe parce que je ne peux pas être en train d'organiser des anniversaires et ne pas profiter, manger le gâteau. Parce que maman, tu ne manges pas le gâteau. Et l'anniversaire de mon mari, il y a 10 jours d'écart. Et c'est juste avant les vacances de la Toussaint où, en général, on essaie de se faire un petit truc, on se prend un petit logement pour fêter notre anniversaire avec les amis et tout. Et à Noël aussi, c'est notre anniversaire de mariage. Donc, on profite des fêtes, on profite de notre anniversaire de mariage, je me fais des restos. Voici mes 20%. Et 80% du temps, moi, je suis en alimentation cétogène parce que j'ai besoin de cette alimentation cétogène pour gérer mon entreprise, pour gérer ma famille, pour gérer mon quotidien. Là, je sors de 4 jours de formation de haut niveau, donc HEC pour le business. Et là, je te parle un truc que je n'aurais jamais pu faire en temps normal. Parce qu'après, on est soi-disant lessivé, machin. Ben non, on n'est pas lessivé quand on gère son alimentation. Et si j'avais mis des glucides dans ça, j'aurais pas pu. Je sais que j'aurais pas pu. Donc voilà mon alimentation à l'heure actuelle, c'est-à-dire que j'ai fait de l'intuitif, je suis passée à on va dire du scientifique entre guillemets, et là je passe à autre chose qui est aussi intuitif, mais voilà, je teste ma flexibilité métabolique parce qu'en fait le keto, je me suis rendu compte de ça aussi, c'est que les gens ici ne pourront pas faire du keto 100%. Ce sera très difficile. Ce ne sont pas des excuses, ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit, c'est que il y a une réalité du terrain qui fait que, d'ailleurs, je vais l'avoir une coachée qui m'a dit j'étais en Martinique, Sandrine, j'ai pas tenu, j'ai pris 5 kilos, mais je suis OK avec ça. D'ailleurs, j'ai repris mon keto, j'ai reperdu 3 kilos, et pendant l'année, je sais que je vais tenir. Je lui ai dit mais oui, tu viens en Martinique 1 fois par an, c'est pas pour faire du keto, c'est pour manger toutes tes gourmandises de ton enfance. Donc, je lui apprends comment faire pour ne pas faire n'importe quoi, mais voilà, qu'elle profite. Et elle me dit mais Sandrine, mais comment vous faites? Quand je vois les prix des tomates, des courgettes, c'est ça la réalité ici. Mais justement, on va en parler spécifiquement parce qu'il y a un contexte spécifique qui nécessite d'être expliqué, abordé. Donc, on va en parler spécifiquement. Bon, Alors, je laisse pour plus tard. toi aujourd'hui, concrètement, une journée cétogène, ça représente quoi? Combien de repas? Quels sont tes aliments favoris? Qu'est-ce que tu manges en routine, on va dire? Comment tu t'organises? Alors, en routine, mon assiette est très simple, elle est toujours lisible parce que moi, je fais pas de gourmandise, je fais pas, je peux trouver des recettes, les donner partager à mes coachés, à ma communauté, mais moi, je ne les mange pas forcément systématiquement, sauf ce que je teste pour mettre sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de recettes. Mais mon assiette, c'est ma part de légumes verts, pardon, ma part de légumes verts, ma part de protéines et ma part de graisse. Mais donc, je fais cuire mes protéines avec du gras, je fais cuire mes légumes verts avec du gras et je rajoute du gras par-dessus. Donc, globalement, hein, si tu veux vraiment des chiffres, c'est non, c'est juste plutôt des aliments, voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu manges? donc, Du mes porc, du aliments, bœuf, du poulet, du voilà. Alors, poisson? mes aliments, Oui. c'est du bœuf, du porc, du poulet, Mhm. quelques fruits de mer Mhm. et du poisson. Du poisson frais parce qu'on habite près de la mer et qu'on a du poisson Oui. frais. Voilà. Et les fruits de mer, c'est selon la pêche et tout. Et en fait, c'est la base du repas pour toute ma famille. Parce qu'à la maison. D'après ce que j'ai compris, c'est plus facile d'avoir des fruits de mer, tout ce qui vient de la mer, poissons, fruits de mer en Martinique, Guadeloupe, toutes les îles, plutôt que de la viande, on va dire, qui est plutôt souvent importée. C'est ce qu'on m'a rapporté Alors, plusieurs fois. non, on peut avoir Non? de la viande non importée, mais D'accord? ça a un autre coût. C'est un autre Ok. coût. Là, il faut aller chez le boucher. Voilà. Ok. C'est pas. Voilà. Justement, la viande importée, surtout la viande importée surgelée, c'est Ouais. celle qui est dans le panier, on va dire, le panier moyen. C'est-à-dire que Mhm. cette viande-là a certainement le même prix que votre viande fraîche en France. Et voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ce que je dis, hein, mais je pense que c'est à peu près ça. C'est-à-dire que
Le prix auquel vous achetez la viande fraîche, nous, on va acheter à peu près la viande surgelée au même prix. Et de mauvaise qualité. Voilà. Et moi, je ne mange plus cette viande parce que je trouve qu'elle est dégueulasse. Ça pue. Moi, je ne peux pas. Donc, je préfère manger moins. Je préfère manger moins et de bonne qualité. Donc, du coup, on va chez le boucher, chez le poissonnier. Quand je dis que je mange moins, c'est parce qu'on a instauré aussi, mon mari aussi, il est pas en keto, hein, mais il comprend les principes du keto et il essaie de me suivre. Et on a instauré beaucoup de jeûnes intermittents à la maison, mais parce qu'en fait, on est capable de ne pas manger, parce que c'est ça le keto, hein, voilà. Et du coup, ce faisant, on mange moins. Donc, on mange moins de viande, on mange un bon gros repas de viande et on mange plus d'œufs. Voilà, on se dit, bon, c'est pas grave, on va miser sur les œufs parce que les œufs, c'est pas cher. Donc, on mange, par exemple, typiquement le matin, moi, je mange mes œufs, je mange 4-5 œufs sans problème. Et puis après, plus tard, on dîne en famille, puisque les enfants, ils sont à la cantine, donc on dîne en famille. Et le Covid nous a aussi permis d'affranchir nos enfants du petit déjeuner, parce que mes enfants ne petit jeûnent plus parce qu'ils s'écoutent. Mon mari voulait qu'on les force et je leur ai dit, mais pourquoi on les force à faire quelque chose qu'on sait qu'il n'est pas bon? Parce qu'en fait, on nous a matrixés, on leur dit, mon mari leur dit des fois, mais tu ne peux pas partir le matin sans petit déjeuner. Je lui dis, mais s'il n'a pas faim, si elle n'a pas faim, pourquoi tu les obliges? Et là, il me dit, c'est vrai, tu as raison. Parce qu'en fait, nous, on ne s'oblige pas. Pourquoi on oblige les enfants? Parce que mes enfants, ils se réveillent, ils me disent, on n'a pas faim. Et on a pu tester ça pendant le Covid et du coup, on a pu le garder pour notre vie. Et mes enfants, ils partent avec un truc qu'ils mangent quand ils veulent. Et du coup, à la maison, on a vraiment 2 repas. Si un matin, mon fils se réveille et me dit, ah maman, j'ai très faim ce matin, ben, je lui prépare quelque chose. Mais en général, il me dit, j'ai pas faim. On se bat presque pour lui donner à manger. Et ma fille aussi. Et ils n'ont pas du tout la même physique, hein. Ma fille, elle est grande, costaud. Et mon fils, il est tout mince. Ça n'a pas une incidence sur leur poids, en fait. C'est ce que je veux dire. Quand il mangeait, voilà. Et je préférais qu'il s'écoute pour que ça continue à ne pas avoir d'incidence sur leur morphologie. Il faut se méfier de ça, si je peux me permettre, parce que le vrai problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a un mode de vie délétère global et on a des comportements dans nos vies qui vont impacter notre nutrition, mais qui n'ont rien à voir avec la nutrition. Je donne un exemple précis. L'exposition à la lumière bleue le soir, c'est une catastrophe. C'est un carnage, vraiment. Et quand tu vois ce qui se passe au niveau, par exemple, de l'exposition à la lumière bleue, donc les écrans, les lumières avec des ampoules à LED très blanches le soir, ça impacte directement l'appétit le lendemain matin. Ah, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. C'est clair et net. Donc, ça veut dire que, tu vois, si, admettons, tu dis aux enfants, ce soir, on ne met pas de lumière. Toi, tu fais un dîner à la chandelle, surtout que le soleil se couche relativement tôt chez vous. Hop, vous mangez avec une chandelle le soir, dodo, pas de tablette, pas de télé, pas de lumière. Et regarde ce qui se passe le lendemain matin sur l'appétit. Bon, après, on peut facilement le faire parce qu'on campe souvent. On campe très souvent et c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il faut aller chercher l'origine du problème ailleurs. L'origine mais moi, ça me... Merci beaucoup de me dire ça parce qu'effectivement, et tu vois, tu peux le mesurer avec de la glycémie. Typiquement, tu as des problèmes avec des gens qui se lèvent avec une hyperglycémie le matin. Et souvent, ceux-là, ils te disent, j'ai pas faim. Bah, c'est normal avec la glycémie qu'ils ont, ils vont pas avoir faim. Quand tu regardes ce qui se passe le soir, donc un dîner beaucoup plus tôt, tu vas manger à 5h, 6h max le soir. On dîne très tôt. Voilà. Pas de lumière bleue, pas de lumière blanche très, très puissante le soir. Dormir tôt. Et le lendemain matin, ils se lèvent, ils ont une glycémie qui est beaucoup plus basse. Mais moi, je l'ai vu du jour au lendemain. J'ai vu des gens m'envoyer des mails me disant « J'ai une glycémie le matin à telle heure quand je me lève à 110 ». Ces gens font attention à leur hygiène du sommeil, font attention à leur hygiène de la lumière. La veille au soir, ils me renvoient un mail en me disant « Ah, c'est bon, j'ai 85 ». D'accord. Et quand tu as cette hygiène, tu te dis que l'appétit du matin revient. Oui, tout à fait. Mais idéalement, si tu veux, c'est des gens... Après, quand l'hygiène du sommeil est bien, tu vas te coucher plus tôt, tu vas te lever plus tôt, tu vas pouvoir faire quelques activités quand tu vas te lever. Typiquement, aller dehors une demi-heure, tu peux faire quelque chose, du sport ou... Ah oui, mais il faut que tu saches aussi, chez nous, en fait, pourquoi je ne les force pas? Parce que chez nous, les enfants, à 6h, ils sont levés, ils sont déjà en train de se préparer pour aller à l'école, en fait. Peut-être, en fait, quand décalant ça, ça va être à 5h naturellement. Tu vois, ils vont être debout à 5h, peut-être. Tu vois, c'est ça que je veux dire. D'accord. Mais c'est radical. Moi, j'ai été pendant des décennies à pas déjeuner. Mais vraiment, je prenais un café, hop, j'étais parti, je mangeais au mieux le midi, quoi. Et je me suis rendu compte que dès que j'ai commencé à travailler sur mon hygiène du sommeil, naturellement, déjà mon sommeil a largement décalé. Maintenant, à 10h, je me mets le pied dans le lit, je dors immédiatement. Non, mais chez nous, c'est ça. Voilà. Avant, c'était impossible. Donc, j'ai raccourci au moins ma phase d'endormissement de 2 heures. Et avant, il était impossible pour moi de ne pas me réveiller
sans réveil. Là, maintenant, naturellement, l'œil s'ouvre à 5h30, 6h du matin. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, mais je t'aurais dit c'est impossible pour moi. Impossible. Et Ben, c'est finalement, ce que je l'ai fait. j'avoue, c'est ce que je vis. Moi, j'ai plus de réveil. Hein. J'ai plus de réveil. Mon mari, il me dit, tu vas t'occuper de la petite. Je dis, ben oui, mais t'as pas mis le réveil. Je dis, je n'ai pas besoin. Je me réveille beaucoup. Et Et ça, c'est il est parfait. là. Oui, ça, Quand ça tu c'est te génial. réveilles sans réveil, ça veut dire que tu t'es réveillé au bon moment. Quand tu t'es réveillé avec un réveil, ça veut dire que tu as automatiquement amputé une partie de ta nuit. C'est ça, c'est ça. Non, non, moi, je n'utilise plus de réveil. Je suis la seule, mais je n'utilise plus de réveil. Et c'est très intéressant ce que tu me dis parce que je t'avoue que c'est un questionnement. Parce que, comme je le répète, je n'ai aucune compétence médicale. Je veux juste aider parce que je sais qu'on n'a pas le savoir qu'il faut ici. Donc, je me dis, j'apporte ma pierre à l'édifice. Et avoir ce feedback-là parce que des fois, voilà, j'ai mes incertitudes et cette incertitude de savoir si je fais du bien à mes enfants, de ne pas leur donner à manger ou pas le matin, c'est pas facile. D'un côté, si tu veux, moi j'ai une vision globale et il a fallu, tu as vu que j'ai connecté beaucoup de sujets, la Oui, chronobiologie, le sujet. sport, le froid, le chaud, etc. Bon, et quand tu regardes les choses, c'est pas normal de vraiment pas avoir faim le matin. Ouais, C'est pas ça, biologique. Alors, mais de l'autre côté, on peut très bien vivre très bien sans prendre de petit déjeuner, en décalant, etc. Mais idéalement, en particulier chez l'enfant, moi je trouve que c'est beaucoup plus favorable de partir avec un petit déjeuner parce que ça oui, limite toutes ces partir cochonneries avec. du matin. Non, mais quand je dis partir, à Ah, 6-7 heures, dans le tu ventre. manges. Voilà, exactement. Parce qu'après, ça va réguler déjà. Voilà, par exemple, ta consommation de glucides, il est plus favorable si tu consommes des glucides de les consommer le matin que de les consommer le soir, parce que ta résistance à l'insuline ne fait que se dégrader sur toute la journée. Donc, Exactement. donc vraiment, le repas du matin, il est physiologique en fait. Et chez l'enfant, c'est pire parce que c'est encore plus important, parce que ça va caler toutes ses envies sur toute la journée. Toi, tu as été professeur, tu sais très bien ce qui se passe à 11h du matin avec des gosses en face de toi. Ils piquent tous du nez, Non. quoi. Ils ont faim, ils sont KO. Ouais, Et puis, ils mais piquent du nez aussi à 14 ou 15h après le repas de la oui, cantine. oui, et en plus ici, c'est encore plus dramatique que ce que tu peux imaginer. Parce que devant chaque collège, parce que je travaille au collège, devant chaque collège, on a ce qu'on appelle la vendeuse de bonbons qui est là des fois depuis 7 heures du matin. Donc en fait, ils ne piquent pas du nez à 11 heures chez nous. Ils piquent du nez dès 9 heures, 10 heures. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'habite aux États-Unis depuis 2020 quand même. Et je peux te dire Dis-moi. qu'en termes de mauvaises habitudes, Oui, de malbouffe, ce sont les ça champions doit du être. monde, toutes catégories. Tu as des gamins à 6 heures, ils partent à 6 heures au bus avec des paquets de chips Eh à ben, 6 heures du chez matin. nous, c'est ça. Chez nous, c'est ça. C'est horrible. Voilà. C'est Donc, horrible. la clé, je l'ai déjà dit aux gens, même si vous ne voulez Oui, pas passer vos enfants en keto, au moins une bonne source de protéines le matin. Typiquement des œufs, de la viande, du ah, poisson, ça, du ils bacon, du adorent. Hein. saumon Ils le matin. mangeraient ouais, le matin, c'est Mais ça sûr. change Quand on tout, est à la ça maison, change c'est tout ce sur qu'ils toute la mangent. journée. Ça va changer leur repas du midi, ça va changer leur fluctuation Leur d'énergie, courbe leur attention. oui. Tout change. Voilà. Et je trouve que souvent l'origine, c'est le problème de la lumière bleue le soir. Le Tablette, soir. smartphone, ordinateur, télé, lumière blanche maintenant avec les ampoules à économie d'énergie. C'est compliqué. Ok, ben, on va changer les ampoules parce qu'en fait, ils n'ont pas accès tablette, smartphone, ils n'ont pas ça à la maison. Euh, même si la lutte est rude et on n'a presque pas la télé. Donc, on va se pencher sur les ampoules. Ouais. Et c'est vrai que le petit déjeuner, il est déjà carré parce que c'est les œufs. On adore bruncher. Hein, Vous avez des productions vous avez des en Martinique, vous êtes obligé de les importer aussi les œufs massivement. Les œufs, non, non. Les œufs, on a la production locale. Locaux. Ok, donc Ouais. du coup, c'est pas Bon, après, cher. c'est pas les meilleurs œufs du monde, hein, parce que voilà, c'est pas des poules. Voilà, la plupart des poules sont au grain. Bref. Ok, d'accord. Quand je dis au grain, non, c'est pas au grain, c'est Si, si. l'inverse. C'est Non, ça. non, tu Ça. as des poudres de céréales, tout à fait. C'est des mélanges, c'est pas C'est du ça. blé. Enfin, tu peux mettre du Ouais, blé, mais c'est tu as pas du du grain. maïs, tu as du blé. C'est un mélange Ouais. de céréales pour les élevages industriels de poules. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Et je ne sais pas sûr qu'il y ait vraiment de l'élevage naturel. Par contre, la chance qu'on a en Martinique, c'est que chaque personne peut avoir un poulailler facilement chez nous. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Et où la voisine a le poulailler et on peut avoir les œufs. Donc ça, c'est pas. Voilà. Mhm. Ça, c'est bien. Alors, tu parlais des particularités justement entre ce qu'on a en métropole au niveau particulier des légumes. Quelles sont les particularités de la Guadeloupe? C'est-à-dire quels sont les végétaux locaux qui vont être massivement consommés et puis ceux qui vont pas être consommés parce que justement ils sont importés. Alors, je t'avoue que je ne sais pas exactement. Je pense que c'est parce que j'ai quand même des coachs en Guadeloupe et quand je les coach, je ne sens pas la différence. Donc, je pense Mhm. que c'est quasiment similaire. Mhm. Quand on parle de choses brutes, hein, Mhm. d'aliments bruts, c'est à peu près pareil. Les prix doivent être pareils. Je Donc, pense tu qu'il n'y parles a de pas de courgettes, de tomates, différence. de choses comme ça, c'est la même chose.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de grosse différence en termes du prix du panier et Mhm. des choses qui sont accessibles, puisque bon, on les appelle bien les sœurs, les îles sœurs, Mhm. parce que quand je coach une Guadeloupéenne, je n'ai pas, c'est pas pareil quand je coach quelqu'un qui vient de l'Hexagone, je sens bien on parle la même langue. Au niveau des prix, au niveau des plats, au niveau de ce que je leur propose, je ne sens pas voilà, de différence. Concernant les végétaux, on a ceux qui sont disponibles toute l'année et même si qui ne sont pas forcément importés, même si c'est pas endémique d'ici, je veux dire. Donc on a tout ce qui est courgettes, choux, choux paumés, comment on appelle ça, Blanche tomates. ou- On a aussi souvent des aubergines, des poivrons, parce que moi, tout ce que j'ai en termes de légumes, en général, vient de mon marché, de mon primeur. Donc, ça, c'est bien. Voilà, il y a des choses qui reviennent toute l'année. Voilà, c'est ça qui est bien. Mais il n'y a pas de grande variété, comme en France. On tourne vite en rond. Donc, on est souvent obligé d'acheter des légumes surgelés si on veut mettre un peu de variété. Moi, par exemple, comme tu me parlais de l'assiette, moi, ça ne me dérange pas de manger tous les jours la même chose. Ça ne me dérange pas de tourner à haricots verts, aubergines, courgettes. Voilà, je tourne à ça. Je sais qu'il faut de la variété, mais en même temps, quelle variété? C'est pour enrichir, en gros, pour voilà, enrichir les gens qui vendent, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de, on encourage, je trouve, hein, après peut-être que je ne maîtrise pas le sujet politique non plus, hein, mais on n'encourage pas la diversité. Voilà, on n'encourage pas la diversité. Donc les gens, ils plantent tout le temps les mêmes choses et on a tout le temps les mêmes résultats. Donc il n'y a pas de variété. Après, il y a des choses qui ne poussent pas ici aussi. Des choses qui ne poussent pas ici. Je trouve que les choses ne sont pas industrialisées. Par exemple, on va parler de deux choses qui sont clés en keto, qui va de l'or à l'extérieur et qu'on a ici. La noix de coco et l'avocat. On est d'accord, ce sont des Ah, oui. aliments qui ne sont pas. Mais si tu veux des noix de coco, tu as ton arbre ou tu as le vendeur au bout de la rue. Et si tu veux des avocats, tu as ton arbre ou tu as mais quand je dis le vendeur, c'est le petit marchand. Il n'y a pas une production qui permette d'industrialiser et de faire de façon à ce qu'on ait l'huile d'avocat, l'huile de coco. Non, il n'y a pas ça. En fait, il n'y a pas d'organisation pour que la filière alors que, ben voilà, après, quand on reçoit des articles, ça me fait bien, moi, ça me fait bien rire, hein, parce que des fois, il y a des gens qui tombent dans ce piège. Des articles qui disent, il faut pas manger de l'avocat, c'est une aberration écologique. J'ai envie de dire, pour qui? Pas pour nous. Parce que nous, on a l'avocat ici. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas l'avocat, voilà, mais nous, on a la saison de l'avocat. Par contre, il faut aller demander aux voisins. Voisin, tu aurais un avocat? Parce que moi, j'ai pas d'avocatier chez moi, c'est énorme, un avocatier. Ou il faut l'acheter à prix d'or, un truc qu'on peut trouver dans la rue, il faut l'acheter à prix d'or chez un primeur. Donc, voilà, il manque quelque chose là au milieu. Par contre, la banane, voilà, la banane, là, c'est craqué. L'Occident, que ce soit les États-Unis ou les Européens, ont industrialisé la culture de la banane dans les pays où elle pousse naturellement. Ils ont fait des ravages écologiques parce que c'est une surexploitation des sols, pollution, produits C'est ça. phytosanitaires, tout ce qu'on veut. C'est une vraie culture intensive. Et puis à côté, il y avait moyen de faire plein de productions locales et ça se fait pas. Tu vois, j'avais été en Polynésie, j'étais surpris aussi que à un moment donné, moi, je ne suis pas habitué à manger énormément de poissons. Je crois que j'étais à 15 jours de poisson. Le maï-maï, j'en avais ras le bol. Et je rêvais que d'une chose, C'est c'était ça. une côte de bœuf. Et la côte de C'est ça. bœuf, elle date d'Australie, quoi. On était en Polynésie. Parce qu'il n'y a pas un seul éleveur. Pourtant, ils ont des espaces vierges, entre guillemets, qu'ils pourraient utiliser pour l'élevage. Même peut-être pas forcément pour du bœuf, mais au moins pour du porc, des agneaux, des volailles. Ils pourraient le faire et ils ne le font même pas. C'est importé. Et tu vois, d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu au niveau politique et économique, toutes les îles des Caraïbes, il y a beaucoup de pays qui ont pris le problème à bras le corps pour focaliser leur démarche économique vers des productions locales de nourriture pour arrêter de dépendre des importations. Et C'est c'est une ça. vraie démarche, ça manque parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de petits producteurs. Alors, on parle de végétaux, on peut parler d'animaux, on peut parler de plein de choses pour que de petites productions locales puissent faire que le pays est en autosuffisance. Voilà. Exactement, exactement. Et même produire de la richesse. Parce que quand on sait comment l'avocat est couru, bon, on se dit, on fait. L'eau de coco, voilà, je sais pas, l'eau de coco, j'ai vu quand il y a eu la tendance à l'eau de coco, nous, l'eau de coco, on pourrait en boire tous les jours si on veut, hein, vraiment, c'est pas difficile, hein, ici.
Mais il y a pas, on n'encourage pas ça, voilà. Donc, il y a les cocotiers sur les plages, on est content. Moi, j'ai Petite 2 astuce cocotiers qui dans mon va te jardin, faire c'est trop bien. rigoler. Une astuce que je connais, que j'ai pas diffusée parce que ça intéresse personne en France et ça n'a pas de sens. Par contre, pour toi, ça en a. Tu sais, sur notre site, Dis-moi. j'avais fait un guide sur pour fabriquer son kombucha à la maison. Le Mmh. vinaigrier, la mer, etc. Et tu sais que tu peux faire du kombucha avec de l'eau de coco. Ah bah, tu vois? Et du coup, tu n'as pas besoin d'ajouter de sucre puisque l'eau de coco est Ah oui, suffisamment puisque sucrée. elle est Et donc, ton elle fermente. kombucha va fermenter naturellement avec les glucides qui sont contenus dans l'eau de coco. Et là où c'est génial, c'est parce que c'est riche en potassium. Du coup, tu as une eau pour l'hydratation qui est vachement intéressante, peut-être même trop riche en potassium, ça sera équilibré avec du sodium. Mais du faire un kombucha à partir d'eau de coco, ça coûte, du coup, ça ne te coûte pas le sucre. Tu n'as pas besoin d'eau, tu n'as pas besoin de sucre, tu prends juste de l'eau de coco. Mais là, c'est une Ça pourrait faire une révélation, là. production locale très Oui, oui, de intéressante. kombucha, oui, bien sûr. Parce qu'en plus, franchement, l'eau de coco, c'est un trésor, mais un trésor inexploité. Mais c'est comme l'avocat, hein, vraiment. Des fois, j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est pas possible. On marche sur la tête parce que les gens, ils vont acheter de la farine de coco. On est obligé d'acheter de la farine de coco importée. C'est simple à faire, donc je suis d'accord, mais le vrai problème, c'est que il n'y a peut-être pas de marché locaux. Les consommateurs, ils ont besoin d'être éduqués aussi. C'est-à-dire que Oui, même si quelqu'un voulait fabriquer ces choses-là sur place, il n'y aurait peut-être pas de clients, tu vois, au bout. en Et c'est fait, dommage. le Martiniquais est très facile à éduquer de ce côté-là. Non, pas, non, je reprends ce que je dis. C'est pas ça. C'est pas qu'il est très facile à éduquer, mais il est très facile à diriger. Dans le sens où, si, imaginons que quelqu'un se mette à faire de la farine de coco et montre tous les usages possibles. Le Martiniquais, il aime la nouveauté. Alors, Il va dire, je vais te donner ah, un exemple. Je vais te donner un exemple. Parce que ah, pour moi, il est riche d'enseignements. Tu as la meilleure vanille du monde qui se trouve en Polynésie. mhm, La vanille de Tahiti. Et franchement, celle-là, quand tu l'as goûtée, elle ridiculise toutes les autres. Elle ridiculise les autres. Pourquoi? Parce que c'est une vanille qui est cueillie, qui est récoltée mûre. La Polynésie était un exportateur, il y a plus d'un siècle, énorme de vanille. ouais, La vanille, il y a un climat qui est parfait pour faire pousser la vanille. Elle faisait la meilleure vanille du monde. Il y a plus de 100 ans, elle était exportée dans le monde entier. Puis, la culture s'écroule. Mais elle s'écroule littéralement. mhm. C'est-à-dire, c'est plus que divisé par 10 hein, en quelques Ah ouais. décennies. Okay, les Polynésiens ne savent plus faire de vanille. Ils n'ont pas de marché. Elle est confidentielle, elle ne s'exporte plus. Bref, c'est la merde. Et puis, tu as un Français qui connaît rien à la vanille. Rien. Le gars, il est brancardier. Il s'appelle Alain Abel. Il en a ras le cul de la France. Il s'en va en Polynésie. Il tombe amoureux de la Polynésie. Et il tombe amoureux de la vanille. Et là, il se dit, mais c'est pas possible d'avoir une telle vanille, une vanille d'une telle qualité, et que vous sachiez rien en foutre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du marketing. C'est-à-dire qu'il va voir les producteurs. Il leur dit, voilà, moi, je veux vendre votre vanille. Je vous achète votre production. On va faire des cahiers des charges de qualité. On va standardiser une production de très haute qualité de la vanille de Polynésie. On va faire un site internet. Et puis après, moi, je vais prendre des billets d'avion et je vais faire le tour du monde de tous les grands pâtissiers du monde, les meilleurs au monde, les chefs étoilés, et je vais leur montrer votre vanille. Parce que votre vanille, elle n'a pas besoin d'avoir un marketing de fou. Il suffit juste de la goûter. Et là, on comprend où est la meilleure vanille du monde. C'est ça qu'il a fait. Et il a fait Alain Abel, Tahiti, vanille de Tahiti. Et il est médaille d'or tous les ans depuis maintenant plus de 15 ou 20 ans au Salon d'agriculture. Et il a relancé la production de vanille en Polynésie. C'est un bonhomme qui a fait ça. Donc, Mais c'est clairement, voilà, c'est ce qui est totalement possible ici. quelqu'un qui s'en occupe, qui se dit, voilà, moi, mon sol se prête à telle agriculture, on a un truc exceptionnel ici, on va s'organiser, on va se fédérer, et on va le vendre dans le monde entier, on peut le faire. Faut le faire. Oui, en fait, ce que tu décris, c'est des choses qui se passent régulièrement ici. C'est-à-dire que les gens, ils découvrent une richesse, la richesse de leur terre, parce que quelqu'un s'est occupé du marketing, s'est occupé de l'envoyer, de le mettre en avant, s'est occupé, et c'est ce qu'il faut à chaque fois. C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est même pas de l'éducation, en fait. Il faut que, voilà, il faut mettre le produit en avant. Et ça, c'est bien motivé qui va fédérer les autres pour ça. sortir quelque chose. Oui, bien sûr. Mhm. Mais j'ai étudié un petit peu au niveau économique la zone. La Barbade, ils ont essayé de faire des grands plans pour justement relancer cette agriculture locale avec des produits locaux, d'exception, etc. Les Bahamas aussi s'y sont collés. Il y a des choses à faire. Il faut juste. Tu es un puits de science, Ulrich. Non, c'est juste parce que ça m'intéresse. Si tu veux, Oui, ça se voit. il y a une standardisation du monde qui est franchement pas quelque chose qui me réjouit. Voir quand j'entends par exemple un témoignage que j'ai eu de quelqu'un qui a été dans des îles du Pacifique et tu vois que c'est juste les grandes chaînes américaines qui ont envahi l'île et le reste de l'île, c'est des productions industrielles d'huile de palme.
c'est pas intéressant, quoi. C'est pas comme ça que les pays doivent se développer. Ça n'a pas de sens. Donc, chaque terroir a des avantages et des inconvénients. Il faut utiliser les avantages. On peut faire des choses localement de très bonne qualité. Et moi, je pense que toutes les populations vont faire ça. Et j'ai toujours dit, ça n'a pas de sens quand on est en Polynésie d'amener de la graisse de canard du Gers, comme ça n'a pas forcément beaucoup de sens d'envoyer de Polynésie de l'huile de coco à quelqu'un qui est dans le Gers alors qu'il a de la graisse de canard ou de porc. Voilà. Mais c'est exact. Ce que tu décris là, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que on a, même ce qu'on a, en plus, des fois, on a, comme je te disais, la farine de coco qu'on achète à prix d'or, alors qu'en fait, c'est facile à faire, certes, mais si quelqu'un s'en chargeait, ben, ce serait facile aussi à utiliser. Et moi, j'encourage Guadeloupe, Martinique, c'est quand même des foyers avec beaucoup de monde, des zones de chalandage qu'on appelle qui sont assez importantes. Il y a des petites productions qui pourraient certainement avoir suffisamment de clients pour vivre, pas forcément pour le keto, parce que l'huile de coco, elle sert à tout, la farine de coco, elle peut servir à tout aussi. Elle peut servir à tout. Voilà, donc on va peut-être plus utiliser de farine de coco que de farine d'amande en Guadeloupe, et ça fait sens en fait de s'adapter, ou de la Christophine que vous avez là-bas, qu'on n'a pas en Europe, ou des choses comme ça. Il y a même de la farine de Christophine, et c'est justement ça mon challenge, c'est pour ça que je m'y suis attelée, voilà, à mon niveau. Dès qu'il y a poudre d'amande dans une recette, je me dis, comment on peut inverser soit le ratio pour que, parce qu'un sachet d'amande, ça a son prix ici. Alors, c'est combien les 100 grammes? Ça doit être 4 euros, je crois, les 100 grammes. 3-4 euros les 100 grammes, tu vois? D'accord, ouais. Et c'est pas. En Europe, en promo, dans les magasins bio, un peu en grande quantité, tu es à 8-9 euros dans le kilo. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a des petits paquets que vous trouvez certainement au supermarché pour faire de la pâtisserie, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça, voilà, sauf que on a des chaînes comme Grand Frais, par exemple, en France, qui font tout ce qui est viande, poisson, légumes, etc. Ils font souvent des promos sur les farines d'amande. Et là, les gens, ils font des stocks pour l'année parce que c'est vraiment pas cher et ça vaut le coup. Mais c'est clair que la Guadeloupe ou la Martinique se prêtent pas à ça. Voilà, on n'a pas accès aux grandes quantités. Les petites quantités sont très chères. Et donc, du coup, j'essaie soit d'inverser le ratio, soit de l'enlever de la recette. Parce que c'est dommage. Même si on n'a pas la farine de coco, qu'on est obligé d'acheter, c'est moins cher déjà la farine de coco, beaucoup moins cher. Et en plus, je me dis, le jour où il y en aura, au moins on saura l'utiliser. Parce que, voilà, c'est pas la peine d'aller utiliser la poudre d'amande à tout va, comme le lait d'amande. On a du lait de coco, pourquoi utiliser du lait d'amande? Il faut être logique. Je suis d'accord que vaut mieux aller sur ce qu'il y a localement, quoi. Et puis, si tu es dans le Limousin, tu vas plus manger de bœuf. Et si tu es en Polynésie, tu vas manger plus de poisson. Ça fait sens comme aussi. nous, c'est poisson. Voilà. Dès qu'on peut avoir des kilos et des kilos de poisson, on remplit le congélateur et on mange notre poisson. Et puis, quand on a envie de manger de la viande, c'est ça que je dis, on en mange moins. Quand on a envie de manger de la viande, on mange de la bonne viande. Du coup, je n'achète pas la viande surgelée que je n'aime pas. On va chez le boucher, on se dit, on se fait plaisir, on achète quelques pièces de viande et puis on mange de la bonne viande. Ça fait vraiment sens. Parce que tu vois, en France, tu vas avoir je me rappelle avoir mangé du thon rouge qui était exceptionnel en Polynésie, il était pêché localement, etc. Quand tu vois le prix d'un thon rouge en France, c'est une pièce de luxe en fait, tu vois. Et bien là, tu viens de me dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu vas manger du poisson qui va être pas cher à la semaine, et puis tu vas te réserver une pièce de bœuf pour les grands jours, quoi. Et c'est logique. Mais oui, il faut s'adapter. Et c'est pour ça que quand tu reçois un menu keto fait par quelqu'un qui habite en France, ça n'a pas de sens. Alors je dis aux gens, non, sinon ne le suivez pas. Faites un légume, c'est un légume. Donc je sais, oui, il a dit que c'était des poireaux, mais il n'y a pas de poireaux. En plus, tu ne trouves même pas ça au supermarché. Nous, on a toujours eu à cœur d'essayer de parler le plus aux gens. Et Bonjour Keto, c'est pareil. Toute la partie centrale de 100 pages où Nelly fait découvrir les ingrédients cétogènes. Elle a expliqué les particularités pour que les gens puissent trouver leur régime cétogène par rapport à là où ils habitent. Là où ils habitent, c'est ça. C'est super important parce que quand tu es au Groenland, tu ne fais pas le même régime cétogène que si tu es au Gabon. Moi, j'ai formé des gens, des milliers de personnes au régime cétogène dans le monde entier. Tu vois, j'ai des gens qui m'ont écrit du Gabon, alors ça me faisait plaisir parce que mon père est né au Gabon. Donc, il y avait une histoire, si tu veux, parce que localement, je sais ce qui se passe. Donc, quand tu es au Gabon, forcément, ce n'est pas la même chose qu'un expatrié qui est dans le nord de la Suède ou quelqu'un qui vit en Polynésie, en Nouvelle-Zélande. Il y a des expatriés qui vivent partout dans le monde et qui me donnent leurs informations de comment ils font leur régime cétogène localement. Alors, c'est rigolo parce que tu as plein de produits qui sont admis en Occident, la farine d'amande, la farine de coco, etc. Dans certains pays, c'est quasiment inexistant. Tu ne peux même pas les importer, ça n'existe pas. Il faut trouver localement une autre façon de faire. Voilà.
Eh ben justement, en parlant de ça, par exemple, une particularité, mais c'est très marrant, les fruits en keto, donc les fruits rouges, les baies. Quand je dis aux gens, mais vous savez manger des goyaves, vous pouvez manger des caramboles, vous pouvez manger. Ils disent quoi? Mais ce sont des Ouais. fruits tropicaux. J'ai dit oui, ce sont des fruits tropicaux, mais qui sont au même, qui ont le même nombre de glucides que les fruits rouges. Ah ouais, ils sont toujours choqués. Et je dis voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a en plus. Parce qu'on n'a pas que des choses en moins, on a des choses en plus. Oui, tout à fait. Mais en fait, il faut. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon régime cétogène en 2013, il n'y avait rien. Mais rien du tout. Donc, comment j'ai fait? Eh ben, il a fallu que j'aille dans les magasins, aller retourner les étiquettes, comprendre, en disant voilà, tiens, tiens là j'ai un paquet de farine de lin. Ah, mais j'ai un problème, c'est que sur le paquet, il y a quand même 80% de farine de riz dedans. En fait, il t'étiquette farine de lin, sauf qu'à 80%, c'est du riz. Voilà. Donc, moi, j'ai dû passer par cette expérience de passer des jours entiers dans des magasins à essayer de comprendre quelle marque faisait quoi. La farine de soja, est-ce qu'on peut l'utiliser? La farine de lupin, est-ce qu'on peut l'utiliser? Telle fibre, tel sucrant, etc. J'ai dû faire ce travail-là Merci. localement chez moi en France. Tu vois? Mais finalement, on peut le faire ailleurs. Tu as des gens qui vivent au Mexique, tu as des gens qui vivent au Brésil, tu as des gens qui vivent en Argentine, etc. J'avais un témoignage d'un jeune Français qui vit en Argentine. Il disait le bœuf là-bas, il vaut rien. Donc tu peux faire entrecôte matin, midi et soir, ça vaut rien. Ouais. Tu vois, c'est l'aliment de base là-bas parce qu'ils ont des grandes plaines, de grands élevages. La viande, elle coûte pas cher, donc tu fais comme ça. Et puis dans d'autres endroits où c'est que, par exemple, tu es plus sur le poisson, bah, ça va être le poisson, ta base de protéines. Voilà. Et l'important, c'est de comprendre ça et regarder autour de soi ce qu'on a. Des fois, tu vois, ici au Colorado, j'ai une baie qui est bizarre parce qu'elle ressemble à comme si tu superposais deux murs. Là, le fruit, la mûre, collés l'une après l'autre. C'est un arbre et ça tombe sous des grains. Et quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Est-ce que c'est comestible? Tiens, je vais goûter. Hop, j'ai goûté. Oh, bah, je suis encore en vie, donc c'est comestible. Et après, j'essaie de trouver le nom. Ah bah oui, finalement, ça c'est faible en glucides aussi, on pourra Ah, l'utiliser. ben Mais tu voilà. n'en trouves même pas dans les magasins. C'est juste, ça pousse sur des arbres Ça ici pousse. localement. Mais Voilà, donc nous aussi, on en a plein de. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'information du si c'est faible en glucides ou pas. Et il faut faire tout faut un chercher un travail de peu, mais recherche. ouais, faut chercher un peu, mais même sur PubMed, tu trouves toujours une étude qui t'explique l'origine, la quantité de glucides. Même si c'est approximatif, tu as une idée de Ouais. savoir si c'est riche. Puis au goût, tu sais, quand tu commences à goûter quelque chose qui Oui, est très tu acide, sais. bon, là, tu Et, sais que. ouais, justement, ça me. Ah mince, il y avait quelque chose qui m'était venu. Ah oui, moi, mon travail d'enquêteur, parce que tu parlais du fait que tu retournes étudier, c'est de savoir où se trouvent toutes ces pépites. Donc, mes Mhm, coachés, mais où est-ce qu'on trouve le psyllium? Où est-ce qu'on trouve le. Et je suis obligée, parce qu'en fait, on n'a jamais tout au même endroit. Ici, c'est une particularité. Hein. Les supermarchés, ils ont choisi hein, ce qui mettait, ce qui ne mettait pas. Hein. Même dans la même marque de supermarché, je ne vais pas citer de nom, donc même la même chaîne, selon la commune, tu n'as pas les mêmes produits. Donc, on a une chaîne d'information. Donc, je demande à une coach, elle me dit non, ça c'est là, ça c'est le chinois d'à côté, ça c'est le truc de Ducos, ça c'est le truc de Fort-de-France, parce qu'en fait, ils ouais. n'ont pas les mêmes produits. Donc, ça, Je c'est mon comprends, travail je comprends. d'enquêtrice. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de vous unir. Parce que techniquement, tu vois, alors une grande chaîne de supermarchés, ça m'étonnerait, mais quelque chose d'un peu plus petit en taille, en allant voir le patron, en disant voilà, moi je fais partie d'une communauté qui s'appelle le régime cétogène, j'ai tant de clients, on serait très intéressé parce qu'il nous manque tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Est-ce que vous pourriez les faire venir une fois par mois par carton, etc. Et là, parce que eux, ils ont accès à des grossistes au niveau des, tu sais, il faut un conteneur complet. Toi, tu vas avoir un carton de psyllium dans le conteneur complet. Mais le gars, il va savoir qu'il a tant de clients dans le mois qui vont lui en consommer. Là, ça Oui, pourrait être intéressant c'est pour dans faire ma venir tête. des choses. C'est dans ma Voilà. tête. Je pense que je Ouais. vais faire ça dans pas longtemps. Oui, oui, parce que juste aller dans un magasin, et moi, je l'ai fait dans des magasins. Typiquement, j'ai dit, voilà, ça vous intéressera pas de mettre ça en référence parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin, etc. Les gens, ils sont open, hein, ils sont là pour vendre. Hein. Donc, c'est Ouais, clair que s'ils en vendent un paquet dans le mois, ils vont pas le faire. Par contre, si tu leur dis, voilà, moi j'ai tous ces clients-là qui sont prêts à venir chez vous si vous avez régulièrement cette référence, et les gens, ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire. ouais, Donc, ouais. des choses comme du psyllium, une farine de coco, un sucrant ou des choses comme ça, ils vont le faire. C'est ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin et j'y pense depuis quelques temps là. Parce que je crois que j'ai trouvé, j'ai l'idée de à qui je peux demander. Ben voilà. Et tu sais, moi, je suis prêt à relayer aussi parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans les îles, etc. Donc, si ce genre de démarche intéresse d'autres personnes, nous, on est prêt à relayer le message pour que ça fonctionne parce qu'on a juste besoin d'un minimum critique de personnes pour que le commerçant fasse la démarche et que ça lui reste pas sur les bras, c'est tout. Mais c'est Ouais. intéressant. Mais c'est ça. Et franchement, cette aventure keto, comme je t'ai dit, hein, ça a changé ma vie.
Alors Parce que maintenant, tout est à faire, c'est bien. tu disais justement que tu as eu pour ambition de faire un job en plus de ton job de professeur. Tu as arrêté ton job de professeur, donc tu as décidé de te former professionnellement pour aider les gens. Alors raconte-nous comment ça s'est passé, où tu en es aujourd'hui. Alors, concrètement, donc j'ai fait une certification de coach en nutrition. J'aimerais, ce qui me manque, je ne vais pas te mentir, ce qui me manque, parce que j'ai fait beaucoup de formations non certifiantes, voilà, comme Eat Fat to Be Fit. Oui. Bon, voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir une vraie formation de A à Z. Voilà, j'aimerais quelque chose qui soit Je vais te répondre, plus médical. Plus je vais médical, te voilà. répondre, mais ça va te décevoir. Déjà, Mais je premièrement, on n'a jamais suppose. fait certifier notre formation parce que Eat Fat to Be Fit, l'idée, c'était de rendre chacun autonome face à son régime cétogène. On ne s'est pas mis en avant en disant on va former des médecins, des diététiciens, C'est nutritionnistes, ça, etc. c'est ce qui manque. Par la force des choses, j'ai formé une grande quantité de diététiciens en France, de médecins. J'ai même formé un professeur de nutrition en France au régime cétogène. Ce qui est pour moi pas une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que le système de formation français aujourd'hui est défaillant puisqu'il ne permet C'est pas aux ça. professionnels de santé de se former. Et en plus, je vais interviewer bientôt une diététicienne en France qui va nous l'expliquer clairement puisque elle est diététicienne professionnelle depuis 20 ans, elle a un diplôme de diététicienne et elle a découvert que ce qu'elle disait à ses patients, c'était pas forcément adapté. Elle a découvert le régime cétogène. Donc en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est s'auto-former. Elle se C'est forme ça. elle-même au régime cétogène parce que le processus de formation en France est défaillant et les professionnels de la nutrition ne peuvent pas se former correctement à l'accompagnement de personnes, en particulier, alors perte de poids c'est relativement facile, mais des gens qui sont sous traitement ou avec une maladie avec le régime cétogène, je pense par exemple aux gens qui sont en cancer, avec la chimiothérapie, radiothérapie, tout ça, eh bien on manque cruellement de professionnels de la santé formés. Et j'ai vu C'est des ça. gens qui voulaient changer de voie professionnelle en disant voilà, moi je veux passer mon diplôme de diététicienne. Elle a passé son diplôme. Elle m'a même envoyé des vidéos de sa formation où il chiait littéralement, mais vraiment, sur le régime cétogène. Elle m'a dit voilà, maintenant je suis formée, j'ai mon diplôme, mais je ne sais rien au régime cétogène. C'est pour ça que Je fais je quoi? n'arrive pas à passer le cap de faire une formation ni de naturopathe, ni de diététicienne, parce que je sais que je n'apprendrai rien sur ce que je veux faire. J'apprendrai sur d'autres choses. J'aurai un papier qui me dit que je sais faire d'autres choses, mais je ne saurai pas plus sur l'alimentation cétogène. Et c'est ça qui, je suis tellement frustrée que je me dis waouh. Et donc je dois La encore fouiller. micronutrition, c'est un domaine vraiment très intéressant à apprendre et ça vaut vraiment le coup. Tout ce qui est micronutriments, là, c'est un monde immense et c'est Ouais. très important en santé. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça en plus d'un DU de diététicien ou de médecin, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Par contre, le régime cétogène en tant que tel, en France, il n'y a rien professionnellement qui forme à ça. C'est des gens qui se sont souvent auto-formés, quoi. Donc, Ouais, ils ont c'est mis une le nez dans la auto-formation. littérature scientifique, ils ont mis le nez dans des livres, mais c'est un peu limite sur certains accompagnements, même en tant que diététicien, et ça pourrait être vraiment borderline, par exemple avec le Conseil de l'ordre. Oui. Voilà, vous avez accompagné quelqu'un qui avait un cancer, vous lui avez proposé un régime cétogène, pourquoi, comment, quelle initiative, comment, C'est pour où ça vous que trouvez votre savoir, je compliqué. ne suis pas les personnes qui ont des pathologies. Je leur dis non, je ne peux pas parce que je ne prendrai pas le risque en fait. Si tu viens pour Et, perdre du poids, je suis là, mais juste pour ça. oui, oui, oui. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont sous traitement, ils veulent pas comprendre. Moi par exemple, il y a beaucoup de gens que je refuse sur mon site. Hein, je refuse de les former parce que je leur ai dit, vous avez une pathologie lourde, vous avez un traitement. Il est impératif que votre médecin soit au courant de votre intention de passer au régime cétogène. Votre traitement devra être adapté et sans l'aval du médecin, c'est pas possible. Tu vois, parce que ça va se superposer. Typiquement, quelqu'un qui prend un traitement contre l'hyperglycémie, si tu le mets en régime cétogène, ça va être une catastrophe. Il va se retrouver en hypoglycémie. Quelqu'un qui a un diabète traité à l'insuline, s'il n'adapte pas ses doses d'insuline avec son régime cétogène, ça peut être la mort. Ça peut être une hypoglycémie gravissime. C'est ça. Quelqu'un qui a des problèmes de la tension aussi, hypertension, si le traitement n'est pas adapté, catastrophe au bout avec le régime cétogène. Alors, c'est pas que le régime cétogène soit mauvais, bien au contraire. C'est juste qu'en fait, il va s'additionner avec le traitement. C'est comme Avec le si vous preniez traitement. 2 fois votre traitement. Voilà. Là, le danger. Et d'où Ouais. l'importance d'avoir des professionnels de santé formés. Parce que là, il n'y a qu'un Formé, c'est ça. professionnel. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc moi j'ai l'impression de boucher un trou, mais de pas le faire proprement en fait. Parce que je n'ai pas la formation qu'il faut. J'avoue, je suis un petit peu, voilà, je fais parce que je me sens appelée. Mhm. Je me sens appelée parce que quand tu as
tu accompagnes quelqu'un qui te dit on m'appelle Miss moi, elle s'appelle Miss Flemme, qu'elle est au chômage, qu'elle fait rien de sa vie, qu'elle est au bout de sa vie, qu'elle se dégoûte, qu'elle ceci, et que 1 an plus tard, elle a perdu plus de 20 kilos et qu'elle elle gère 2 entreprises. Je dis, c'est ça que je fais en fait. Je lui donne le pouvoir sur sa vie. Ouais. Et malheureusement, en dehors du diplôme de diététicien, tu peux pas aller vraiment explorer tout ce sujet-là. Attends, mais je vais te faire rire. J'ai une amie diététicienne et j'ai des amis qui sont infirmières. Elles m'ont toutes dit surtout pas ce diplôme. Parce que tu ne pourras pas faire ce que tu es en train de faire. Bah et oui, c'est trop important ce que tu fais. Ok. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de se dire, pour faire vraiment jusqu'au bout ce que je veux faire, il faut que je passe le diplôme. Mais une fois que j'ai le diplôme et que je m'installe, je ne pourrai plus faire ce que je veux faire. Donc, c'est compliqué. C'est comme si tu te dis, je vais passer le permis de conduire, le permis de conduire, mais une fois que j'ai le permis de conduire, je ne peux plus conduire. Je peux pas conduire. Voilà. C'est compliqué. Et c'est pour ça que les gens sont seuls. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de former les gens à devenir autonomes, parce qu'avec la connaissance nécessaire, par eux-mêmes, ils peuvent faire des choses, alors qu'un professionnel ne va pas pouvoir le faire. C'est là toute l'hérésie du monde dans lequel on vit. Et sans compter toutes les personnes qui se retrouvent seules face à un diagnostic, parce que moi, je n'ai rencontré, ça y est, on leur dit, vous êtes prédiabétique, il va falloir faire quelque chose, madame. Mais faire quoi? Parce qu'en fait, elles savent que manger, bouger, mais c'est ce que j'ai fait, en fait. Oui. Et je ne peux pas faire plus que ça. Moi, j'en ai vu dans les témoignages que j'ai publiés, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis allé voir mon médecin, il m'a dit, ouais, mon cholestérol est trop haut, alors il va falloir faire du sport. J'en fais déjà, je fais 5 heures par semaine. Ah, il va falloir manger 5 fruits et légumes. Ça, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Je fais quoi? Je sais pas. C'est ça. C'est-à-dire, les gens sont tombés malades en faisant ce qu'on leur dit de faire pour ne pas tomber malade. Voilà. C'est ça. Mais tu sais, en fait, c'est mon histoire aussi. Parce que pendant 20 ans, j'ai cherché des solutions, j'ai vu des professionnels et c'était il faut faire ça, mademoiselle. Mais c'est ça que je fais. Et en fait, alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, bref, on m'a souvent fait comprendre que j'étais une menteuse, que c'est pas possible. Oui, forcément. Maintenant, ça, c'est normal. C'est-à-dire que le médecin est touché par un syndrome. Il ne sait pas dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Non, ça, c'est interdit. Un médecin, il sait toujours. Du coup, quand il y a une pathologie qui ne s'est pas expliquée, c'est forcément dans votre tête, vous êtes en dépression, vous mentez, enfin, c'est jamais lui qui s'est trompé. Voilà. J'ai même vu, quand j'avais publié le témoignage de Christophe Rancard sur sa tumeur cérébrale en régime cétogène, un glioblastome, normalement, on lui avait dit à brève échéance qu'il était mort. On était en 2012. Quand j'ai publié son témoignage, c'était en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Christophe va toujours bien. J'avais publié ça sur LinkedIn. Un médecin en dessous du témoignage a dit « c'est forcément un de vos amis naturopathes qui a dû faire le diagnostic. Et en plus de crever de sa tumeur, il a utilisé le mot crever. Crever de sa tumeur, il va crever de son cancer. Crever de son cancer, il va crever de faim à cause du régime cétogène. C'est un médecin. Tu vois? Et évidemment qu'un glioblastome, c'est un naturopathe qui fait le diagnostic, qui fait les IRM, qui fait la chirurgie, qui fait la chimiothérapie, la radiothérapie. C'est forcément un naturopathe qui a fait ça. Voilà le monde d'abrutis dans lequel on est. C'est-à-dire que les médecins, quand ils ne sont pas capables d'analyser une situation qu'ils ne comprennent pas, c'est forcément un mauvais diagnostic, c'est forcément... voilà. C'est comme ça. Tu racontes encore une autre chose qui m'est arrivée, c'est-à-dire que j'ai subi de plein fouet l'année dernière, il y a 2 ans, les effets secondaires d'un médicament. Il a fallu 9 mois pour qu'on comprenne que c'est le médicament. Et c'est moi qui ai trouvé, parce que ce n'est pas possible d'avoir ces effets secondaires-là. Et je l'ai trouvé parce qu'on m'envoyait prendre des antidépresseurs et que je refusais. Je dis non, je ne suis pas en état de prendre des antidépresseurs, donc j'ai arrêté ce médicament. Et il y a sur la dizaine, facilement, entre neurologues, endocrinologues, la dizaine de personnes que j'ai vues, il y a une personne qui s'est excusée. Mon ancien médecin traitant, qui n'est plus médecin traitant parce qu'elle a refusé de se faire vacciner. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ses principes. Elle m'a dit, je m'excuse auprès de tout le corps médical. Elle ne pratiquait plus en plus à ce moment, quand elle m'envoie le message. Parce que je lui dis, bonne nouvelle, on a trouvé, voilà. Elle me dit, nous aurions dû, nous, professionnels, penser que 2 mois après
vous avoir donné un traitement, que c'était dû au traitement. Mais bien ma sûr. vie a basculé pendant des mois. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé de boulot. Hein. Je me suis dit, Mais non, mais il faut se... moi, ce que tu dis là, je l'ai expérimenté en 1997. On peut faire une petite pause de 2 Oui, on secondes, fait une s'il te plaît? petite pause tout de suite, il n'y a Oui, pas de je reviens tout problème. de suite. Excusez-nous pour cette petite interruption. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je disais que je connaissais ça par une expérience personnelle en 97 avec une maladie qui s'appelle la myofasciite à macrophages et c'est des problèmes d'accumulation d'aluminium avec des vaccins à cette époque-là. Et cette maladie-là, en fait, ils ont mis 6-7 ans à mettre un nom dessus. Il y a le professeur Gherardi dans la région parisienne en France qui a été il a voué sa vie à ce syndrome. C'est lui qui a mis le nom dessus. Et aujourd'hui, tu as 30 000 malades en France, dont des gens qui sont alités en fauteuil roulant, qui ne peuvent plus travailler, etc., qui sont victimes de ça. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de fonds pour vraiment alimenter de la recherche. Ils sont isolés, démerdez-vous. Donc, à un moment donné, si tu veux, il n'y a aucun traitement médical. Aucun, ça n'existe pas. Zéro, sans effet secondaire. Le professeur Raoul avait déjà expliqué dans une de ses vidéos, une simple perfusion avec du sérum physiologique, on a un certain nombre d'effets secondaires. Bon, avec des effets nocebo, placebo, etc., on sait très bien que même l'esprit il est capable de créer des problèmes. Donc, ça n'existe pas une molécule sans effet secondaire. Donc, il faut les considérer et il faut les accueillir avec bienveillance. À un moment donné, quand on met... tu sais, tu as 700 morts par an en France juste avec du paracétamol. Hein. Ouais. C'est documenté, c'est officiel. Hein. C'est un simple paracétamol. Il y en a, ils prennent ça comme des bonbons. C'est 700 morts. C'est pas rien. Et d'autres molécules, c'est plus encore. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le corps médical ait un peu plus d'humilité pour dire que chaque traitement a possiblement des effets secondaires. Il faut arrêter de prendre les patients pour des cons ou des menteurs. Il faut considérer. Et moi, je trouve très triste qu'autant de personnes dans le monde soient laissées complètement à l'abandon à cause de dommages qui sont liés à des molécules qui étaient là pour soigner. Exactement. Voilà. C'est un vrai problème. Ouais. La seule réflexion que j'ai eue, c'est vous êtes le deuxième cas. Il n'y a qu'un cas répertorié. Donc, on ne l'avait pas vu. Ah, ben, pendant 9 mois, moi, j'ai vécu l'enfer. Quoi. Il y a une différence, il y a une très grande différence au niveau humain entre dire OK, on vous a donné cette molécule-là, vous avez des symptômes, on ne comprend pas pourquoi, on va chercher. Voilà. Ça, c'est je te considère, je comprends ton problème, je n'ai pas la réponse, mais je cherche. Il y a une très grande différence entre ça. Ah non, ça n'a pas de lien. Non, ça n'a pas de lien. C'est pas documenté, ça n'a pas de lien. C'est pas la même chose. Parce que là, tu te retrouves toute seule face à des symptômes que tu ne sais pas expliquer, tu ne sais pas l'origine. Et à la fin, moi, j'ai connu la personne que j'ai connue en 97, on lui a dit, c'était un homme, hein, monsieur, vous faites une grossesse nerveuse. OK? Vous faites une dépression. On a commencé à mettre des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Un problème d'accumulation d'aluminium qui s'appelle myofasciite à macrophage, qui est une vraie maladie. Il y a même un documentaire sur YouTube qu'on peut retrouver facilement avec des gens qui ont des vies littéralement défoncées et qui sont mis au banc de la société. C'est une vie qui bascule avec une injection d'un jour à l'autre. C'était il y a 25 ans, ils ne sont toujours pas considérés. Non. On parle de 30 000 personnes en France. Tu vois? Et ça, je trouve ça très triste. Et même dans cette anecdote, hein, je pense que le keto a joué pour beaucoup dans le fait que j'ai eu la lucidité que je n'aurais peut-être pas eu avant parce qu'effectivement, je me sentais fragile psychologiquement avant, hein, toujours déprimée. Tout. Là, je me suis dit, non, je ne suis pas déprimée. Je ne me suis jamais sentie, en étant malade, je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Puisque je faisais tout ce que j'avais à faire. Quoi. Je ne m'arrêtais pas alors que j'étais malade. Je me suis dit, je ne suis pas déprimée. Donc, ça m'a donné cette assurance de me dire, il y a autre chose, Sandrine, prends-toi en main et j'ai arrêté ce médicament. Même si ça faisait des mois qu'on me disait, ça n'a rien à voir, madame, n'arrêtez surtout pas votre médicament. Mais là, je me suis dit, je me suis posée, j'ai dit, je refuse. J'ai vu 2 psychiatres, hein, les 2 m'ont dit, trouble, je ne sais même plus, de l'anxiété généralisée, TAG, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, trouble, je ne sais pas si c'est trouble le T, mais vous avez de l'anxiété généralisée. Il y a toujours un nom pour tout, il n'y a pas de problème. Exactement. Et donc, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et le premier psychiatre m'a baladé. Le deuxième, il a pris le temps de m'expliquer ce que c'était. Je lui ai dit, mais je ne suis pas anxieuse. Il m'a dit, madame, moi, je vous dis que vous n'êtes pas anxieuse. Parce qu'il a pris le temps de m'écouter. Et il m'a dit, je vous donne, écoute, hein, il m'a dit, je vous donne votre prescription, vous en faites ce que vous voulez. Et je ne peux rien faire de plus. En fait, il m'a aussi donné l'autorisation de ne pas prendre les médicaments en faisant ça. Heureusement qu'il y a encore des professionnels qui, voilà,
qui font pas à 100% ce qu'on leur dit. Et il m'a dit, je ne pense pas que ce soit ce diagnostic, mais si en fait, c'est ça, chacun se renvoie la balle. Si le neurologue ne trouve rien, si telle personne ne trouve rien, et qu'ils vous ont tous envoyé vers moi, moi, je suis obligée de faire quelque chose. Donc, le quelque chose qu'il est obligé de faire, c'est de faire sa liste de courses. C'est là qu'on voit que le système de soins, il est à bout de souffle et il est en perdition complète parce qu'on voit des gens qui sont en pleine déshérence, ils sont perdus. Tu vois des gens qui passent des années d'un service à un autre. Je pense à la maladie de Lyme, par exemple, avec la maladie d'éthique, les gens sont complètement perdus. Et ça prend des fois des décennies et des scandales sanitaires qui sortent pas. Tu prends la Polynésie avec les essais nucléaires, on leur a presque dit que c'était dans leur tête les problèmes. C'est clair, tu prends les cancers de la thyroïde, c'est dans ta tête. La chlordécone avec les bananes. C'est la même chose. Mais c'est des scandales qui durent depuis des décennies, qu'on laisse sous le tapis, on laisse mourir les gens seuls et on fait rien, on considère pas. Donc c'est des vrais. Surtout que, effectivement, quand tu dis ça, parce que moi je me suis dit ça, je me dis comment on peut garantir aux Martiniquais que toutes les cochonneries qu'on nous dit de prendre n'aura pas d'effet secondaire puisqu'on est déjà empoisonné. On a déjà dans notre sang une molécule qui nous empoisonne. C'est pour tout. C'est pour tout. Tu vois, moi je viens du milieu agricole, je connais très bien le milieu agricole, je connais très bien les produits phytosanitaires et je connais bien les problèmes du champ à l'assiette. Les moulins, les bureaux d'analyse, je connais tout ça, de A à Z. Tu vois, beaucoup d'abrutis en France qui vont être capables de défendre le Roundup. Le Roundup, c'est un herbicide. Hein. Eh bien, en France, donc, en plus, c'est un contexte très différent parce que le Roundup, c'est plutôt pour les Américains. Les Américains ont des semences OGM. C'est-à-dire que quand tu fais un champ de blé, tu plantes ton blé est résistant au Roundup. Tu peux épandre du Roundup sur ton champ de blé va très bien. Par contre, ça tue tout ce qu'il y a autour. Il est résistant au Roundup. Cette semence-là, elle est interdite en Europe. Elle n'existe pas. Donc, le Roundup, il est utilisé pour autre chose en Europe. Eh bien, aux États-Unis, tu as des procès en centaines de milliards de dollars qui sont en train de s'organiser parce que dans tout le monde agricole, on sait très bien qu'il y a une explosion des lymphomes, par exemple, qui sont liés au Roundup. Tu as des études scientifiques qui viennent étayer ça. Tu as des avocats, parce que les avocats aux États-Unis sont très motivés parce qu'ils récupèrent beaucoup d'argent. C'est-à-dire quand ils vont chercher 10 milliards chez Monsanto, ben, ils vont en prendre 40%. Donc, ils sont très motivés, les avocats. Et là, ils sont en train de faire des class actions absolument énormes dans tous les États. Tu as 11 cabinets d'avocats qui s'y sont mis sur le Roundup spécifiquement. Et puis, tu as eu d'autres molécules qui sont épandues aux États-Unis depuis des décennies, qui restent toujours autorisées ici, alors qu'elles sont interdites en Europe depuis 25 ans. Tu vois ? Alors qu'il y a encore des traces de ces molécules dans les nappes phréatiques, dans la Beauce, dans la Brie en France. Et tu as encore des abrutis qui viennent essayer de défendre ça. Mais c'est des gens aujourd'hui qui sont peut-être morts depuis 15 ou 20 ans avec le contact de ces molécules. Et on n'est toujours pas au courant massivement qu'il faut les réglementer. Ce n'est pas des molécules qui sont compatibles avec la santé humaine. Ouais. Voilà. Bon, et en plus, ça ne change rien au niveau agricole parce qu'il faut vraiment être un abruti parisien qui est sorti du périphérique pour se rendre compte qu'un agriculteur, il n'a pas besoin de Roundup. Hein. Vous êtes dans la Beauce ou dans la Brie, vous allez déchaumer 2 ou 3 fois. Le Roundup, il n'a rien à faire dans un champ. Rien. C'est juste parce que les gens qui s'occupent des produits phytosanitaires dans les coopératives sont intéressés à vendre ça. Et puis, au lieu de passer un coup de déchômage supplémentaire, on va passer un coup de Roundup. On a mis ça partout, mais ça ne sert à rien. On peut très bien ça ne va pas baisser les rendements. Hein. Ça ne va rien toucher. Non, et à côté de ça, c'est des gens qui meurent. Voilà. Ouais. Et puis, les gens qui sont autour, par exemple, quand tu as un paysan qui va épandre du Roundup alors qu'il peut déchaumer la place, ben, des fois, tu as des maisons qui sont à côté. Selon le vent d'où il vient, les produits phytosanitaires, ils vont à 200 ou 300 mètres. Les gens, ils se prennent ça. Hein. Ouais. Voilà. Ici, et par exemple, on sait très bien, voilà, ne serait-ce que le lymphome, qu'il y a une connexion directe entre le Roundup et le lymphome. Ce n'est pas nouveau, ça fait des décennies qu'on le sait. Massivement, c'est toujours utilisé, il ne se passe rien. Et la chlordécone, en Guadeloupe, Martinique, c'était déjà la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Donc, et c'est dans les sols maintenant. Oui, c'est dans les sols, c'est dans notre sang. On est tous. L'accumulation dans les graisses, c'est des molécules qui sont très difficiles. Je ne sais même pas comment on va faire pour s'en débarrasser. Et donc, du coup, effectivement, alors, on n'a même pas parlé du fait qu'en Martinique, voilà, l'obésité. Ils envolé des courbes de l'obésité. Donc, moi, je me sens investie voilà, j'ai appris pour moi, j'ai compris pour moi. Je ne suis pas obèse. Je l'ai fait parce que j'avais des soucis de santé qui sont en train de s'accumuler. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'explique aux autres en toute modestie. Hein. Et merci, hein, merci à vous d'avoir mis... parce que, en fait, je pense que si j'avais pas, ne serait-ce que tombé sur votre formation, sur vos écrits,
je pense que je me serais sentie encore moins légitime et peut-être que je n'aurais jamais passé le cap aussi. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir fait Si ce on peut travail. aider, nous, on est volontaires, franchement. Tu sais, notre seule récompense, c'est uniquement quand des gens viennent mettre un commentaire sur notre livre en disant j'ai lu votre livre il y a 2 ans et depuis j'ai retrouvé une vie en parfaite santé, j'ai mis ça en place, j'ai mis ça. Voilà, ça c'est notre seule Ça, c'est satisfaction. Parce que à distance, sans connaître les gens, juste avec une transmission de savoir, les gens ont pu reprendre en main leur santé, leur vie et pour le meilleur. Et là c'est la vraie satisfaction. C'est génial. Et si on peut le faire dans d'autres endroits, de façon simple, moi, j'ai jamais été porté sur un régime cétogène compliqué, coûteux, avec du matériel, etc. J'ai toujours vu les choses de façon simple. Et tu vois, j'ai été en Polynésie, par exemple. En Polynésie, tu as une vraie grosse épidémie d'obésité. Hein. Toutes les îles du Pacifique, les Samoa, c'est une catastrophe. Et quand on voit l'origine du problème, c'est juste les Occidentaux qui sont arrivés avec leur mode de vie occidental dans ces pays-là. Et c'est une catastrophe. Tu vois, les Polynésiens, ils sont coupés en deux. Hein. Tu as le vrai Polynésien qui vit de façon ancestrale, poisson, coco, tout ça. Il est super costaud, athlétique, tout ça. Et puis, tu as le Polynésien qui va être à Tahiti, qui va faire du fast-food, qui va manger de la bouffe vraiment de merde, des huiles végétales importées d'Europe, d'Occident, etc. Alors que tu as de l'huile de coco sur place. C'est dommage que ça se joue à pas grand-chose, en fait. Hein. Tu vois, par exemple, dans la littérature scientifique, je sais qu'il y a un abruti de diététicien français qui a expliqué que l'huile de coco était une graisse saturée, elle allait se figer dans nos artères. Tu vois. Il faut vraiment être un peu con pour dire ça, parce que quand tu regardes la littérature scientifique, tous les pays autour de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, qui consomment beaucoup de coco, ce sont les pays où il y a le moins de pathologies cardiovasculaires, de façon historique. C'est documenté depuis longtemps. Hein. Oui, mais ce sont des exceptions, Ulrich. Non, c'est pas des exceptions, non, mais c'est leur explication. Oui, Dès qu'il y a quelque chose qui va contre ce qu'ils disent, c'est des exceptions. Non, alors je vais te dire. Et puis, je vais te dire le truc. En fait, parce que ce sont des neuneux. Ce sont des neuneux. Parce que tu vois, un Polynésien, il ne sait même pas que l'huile de coco, ça peut figer. Parce que comme il fait toujours chaud chez lui, son huile est toujours figée. Mais chez nous, l'huile n'est pas figée. Voilà. Mais le Français, lui, l'huile de coco, il la voit figée. Parce que 8 mois de l'année, elle est dure, son huile de coco. Tu vois. Et il s'imagine que ça va dans ses artères. Ça fait la même chose dans le corps. Mais le corps qui est à combien de degrés? 37 degrés. Mais en plus ça n'a pas de sens parce que si les huiles saturées, on est fait à la base pour consommer beaucoup de graisses saturées. Donc, aller dire ça, faut vraiment, être neuneux parce que c'est un raccourci tellement simpliste que même un enfant il comprend. Et puis, il faut jamais avoir lu la littérature scientifique parce que, tu sais, il y a un petit bouquin dont j'ai parlé qui vaut 4, 6, 7 euros, il vaut rien en France, qui avait marqué miraculeuse huile de coco. C'est un tout petit livre, il fait 60 pages, 70 pages. Tu as même de la documentation scientifique en référence qui est intéressante à aller voir. Et justement, on voit toutes les populations ancestrales. Je pense à la Papouasie, je pense toutes les îles où la coco pousse, où c'est finalement l'huile de coco qui a été utilisée en priorité parce qu'elle était locale. Et ces gens-là ne sont absolument pas touchés de pathologies cardiovasculaires. Et dès que tu vas aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe, on arrive avec des huiles insaturées, des huiles végétales, etc. C'est là que les pathologies cardiovasculaires ont explosé avec le sucre. Voilà. Oui, non, mais ils comptent aussi, parce qu'on ne va pas me faire croire qu'ils ne savent pas. Ils comptent sur ces images chocs. Ils comptent sur ces. Voilà. Quand effectivement, tu te dis, on va leur dire que ça fige comme ça fige à température ambiante, voilà, c'est réglé. Et puis on te montre l'image en plus. Hein. Parce que quand je regarde certains reportages à la télé, je me dis, c'est pas possible, ils se foutent de la gueule du monde. Et comment tu crois que des gens comme Ansel Keys, par exemple, Ansel Keys aux États-Unis a popularisé le problème du cholestérol, les graisses saturées. Pourquoi tu crois que ça a si bien marché? Tu as un président américain qui fait un infarctus, Ansel Keys qui arrive, le régime low fat, donc on met tout en low fat, on réduit les graisses partout. C'est là que la mode de l'omelette avec juste le blanc d'œuf arrive. Les œufs, c'est très mauvais pour la santé. Le beurre, c'est très mauvais pour la santé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va vendre des céréales. Et on va vendre des statines aussi pour faire descendre le cholestérol. C'est dangereux le cholestérol, c'est des graisses dans votre sang, ça va se calcifier, tout ça. Et plus tu fais ça, plus les gens meurent. Ça fait 50 ans, il faudrait se réveiller. Voilà. Alors, je me rappelle bien je l'avais mis sur notre site, la conférence mondiale des cardiologues qui se passait à Davos et que le président du syndicat de cardiologie mondiale expliquait tranquillement qu'on avait fait fausse route sur les graisses saturées, sur l'œuf, les produits laitiers, etc. Mais tranquillement, le mec, il dit ça en 2018. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il dit que tous les cardiologues du monde entier se sont plantés. Tu vois, il ne s'est rien passé. Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ça, c'est une bombe. Ça ne peut pas rester. Et je l'ai sauvegardé. Et j'ai bien fait parce que je suis le seul à l'avoir fait. La semaine d'après, elle était censurée. Oui, je l'ai vu cette vidéo, oui. La semaine d'après, elle était censurée. Il ne fallait pas que ça se sache, surtout.
Parce qu'elle est elle est sur ta plateforme, justement. Oui. Ouais. Moi, je l'ai sécurisé. Je l'ai sécurisé, cette vidéo-là, parce que c'était Oui, ça vraiment veut une dire bombe quand c'est sorti. ouais. Si tu veux que Non, mais quelqu'un, que cette sommité-là dise ça, ça, tu te ouais. dis, ah là, ça va faire mal. Non, non, on a encore beaucoup de boulot. Oui, On il a y a du encore beaucoup de boulot, mais tu et es la preuve qu'on peut faire du régime cétogène efficace, simplement, localement, dans ah des oui, c'est conditions différentes. très On peut le simple. faire. C'est très simple à partir du moment où, ben, justement, on va revenir sur mon assiette, où on fait le deuil des pâtisseries, Mhm. mais qu'on se dit que pourquoi pas de temps en temps, tu peux te faire un gâteau, mais tu n'en as même plus envie, en fait. Tu n'en as même plus envie. Tu n'en as plus envie, c'est pas une obligation. Mais par contre, là, il y avait la galette. Je me suis testée cette année à la galette keto. Je me suis dit, tiens, je vais faire. Mon mari trouve ça délicieux. Il me dit, mais les galettes normales, là, avec. C'est pas bonne, c'est la tienne qui est bonne. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas une obsession pour moi tous les jours de remplacer ce que je mangeais auparavant sous forme keto. Et c'est de là que vient la complexité. C'est de là on se crée la complexité. Si tu veux continuer à manger des céréales et que tu veux les faire keto, ben bien sûr que tu ne vas pas pouvoir battre le paquet de céréales qui est dans le supermarché où tu vas déjà acheter ta tomate. Et donc, du coup, tu vas trouver ça trop compliqué de devoir faire des mini pancakes, des trucs machin, fancy. Mais si un jour tu veux te faire plaisir à ta famille, oui. Et en fait, c'est de là. Et je dis ça souvent à mes coachés. Quand ils me disent, mais tu n'as pas des menus et des recettes, je dis oui, mais tu verras, tu n'en auras vite plus besoin. Exactement. Exactement. Et puis le menu de l'un ne va pas convenir à l'autre parce qu'il y en a un qui va vouloir 3 repas par jour, l'autre il va en faire qu'un. Il y en a un, il va être très sur la viande, l'autre pas du tout. Enfin, au final, il faut savoir faire du sur-mesure. C'est pour ça que l'important, c'est de comprendre comment tout fonctionne pour pouvoir faire son propre sur-mesure. Son propre sur-mesure, c'est ça, exactement. Et même moi, hein, d'une semaine à l'autre, ma façon de manger n'est pas la même. C'est pour ça que je ne suis pas capable de te répondre à combien de repas je fais. Il y a des... Là, cette semaine, je n'ai pas pris de petit déjeuner parce que j'étais en formation et que j'avais besoin d'être focus et que je sais que quand je prépare le petit déjeuner, je suis focus. Mais quand je suis à la maison et que je fais des coachings et tout, j'ai le temps, je me prépare vraiment mes œufs et voilà. Et je prends 3 repas. Il y a des jours, souvent je prends que 2 repas, mais il y a des fois où je prends 3 repas parce que j'ai envie. Et ça aussi, je leur dis, écoutez-vous, écoutez votre corps. Je ne sais pas, c'est hormonalement, c'est peut-être un besoin, donc il faut y répondre. Ouais. Juste, il y a aussi, tu vois, ce biais que les gens, ils ont perdu, comme leur corps leur envoie souvent des mauvais signaux à cause des glucides, ils ont perdu la confiance dans les signaux envoyés par leur corps. Quand tu retires les glucides, tu t'aperçois que les signaux qui sont envoyés, en particulier chez la femme, toi, selon son cycle, appétence plus pour une chose, moins pour l'autre, plus faim une partie du cycle, moins faim pour l'autre, etc. Bah, c'est des signaux qui sont sains et normaux. Oui, et ils sont plus lisibles en fait. Ils sont Voilà. beaucoup plus lisibles. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ce brouillard qui fait que tu sais plus quand. Parce que moi, j'ai une coachée qui me dit, Sandrine, je savais, elle mangeait pas beaucoup, et obèse, mais elle mange pas beaucoup. Et elle me dit, Sandrine, maintenant, je sais quand j'ai faim et quand j'ai pas faim. Parce qu'elle, des fois, elle mangeait sans avoir faim, mais souvent, elle ne mangeait pas parce qu'elle avait pas, elle croyait qu'elle avait pas faim. Et elle me dit, maintenant, j'ai faim et j'ai plus faim. Et je sais à quoi ça ressemble avoir faim et ne plus avoir faim. Ça, c'est magique. Le point le plus important en régime cétogène, retrouver les vrais signaux de satiété. Ouais. C'est la clé. C'est la clé, c'est la clé. Et c'est pour ça que je leur dis, après, les macros, les ceci, les cela, on s'en libère vite fait. On s'en libère. Au début, je vais te donner un protocole parce qu'il faut faire l'entrée en cétose, faire la cétoadaptation. Mais très vite, on s'en libère parce que je leur dis toujours, au bout d'un certain temps, ton corps est ton meilleur coach. C'est exactement ça. Et les gens qui font un régime cétogène simple, ils le font sans frustration, facilement dans la durée. Les gens qui font un régime cétogène trop rigoureux, tu vois, moi je vois beaucoup de gens qui arrivent avec une approche d'ingénieur. Les gars, c'est des ingénieurs, ils mesurent tout, ils pèsent tout, etc. Et finalement, ils s'aperçoivent que le résultat n'est pas là, puis c'est contraignant. Mais finalement, c'est au moment où ils lâchent l'affaire, c'est-à-dire où ils se font à l'intuition, où ils savent où sont leurs glucides, les lipides, les protéines, mais ils se concentrent sur les aliments, sur la satiété, et après c'est fini, c'est simple. Voilà. C'est simple, ouais. Et c'est comme ça que ça peut éventuellement devenir une hygiène de vie. Tout à fait. Parce que si tu passes ton temps à peser, à compter, tu peux pas. C'est pas naturel de peser, de compter tout ce qu'on mange. Et en fait, c'est presque transposer ce qu'on faisait dans ce qu'on fait pour le low carb, le low fat. On veut transposer la même chose parce qu'on se dit qu'il n'y a que comme ça qu'un régime fonctionne. C'est vrai. C'est un biais. Ouais. Alors que j'ai des gens en fait qui ont réussi leur régime cétogène avec que la liste, tu sais, des ingrédients. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Voilà,
Bah, en fait, c'est simple. Tu rentres dans un supermarché, tu regardes ce que tu as à ta disposition. Ah bah tiens, ça c'est compatible, ça c'est C'est compatible, ça. ça c'est compatible. Tu vas dans ta cuisine, tu cuis les choses, tu juxtaposes, tu n'as rien pesé, et hop, c'est réglé. Tu as C'est mangé ça, à satiété, c'est fini. c'est comme ça que c'est mon histoire avec le keto au début. C'est vraiment ça. Et quand je te dis que je suis partie, on est parti pendant 15 jours, on était en demi-pension. J'allais dans le buffet ou à la cantine, parce que des fois on était dans des cantines, parce qu'on était avec les enfants. Je prenais la salade, la viande. S'il y avait des légumes verts, je prenais les légumes verts. C'était réglé. Je me prenais. Et c'était une super époque. C'est-à-dire que j'étais en train de maigrir sans me prendre la tête. Je n'étais pas en train de Voilà. peser. Non, j'ai maigri. C'est après que j'ai maigri. Hein. Mais je ne savais même pas que j'étais en train de maigrir. La perte de poids, finalement, c'est le bonus quand tout le reste fonctionne correctement. L'appétit, la satiété, les hormones sont Le revenues sommeil. opérationnelles, Ah, le le sommeil. sommeil, voilà. L'insomnie. 20 ans d'insomnie. T'imagines? Mais ça, c'est pas rien. Hein, parce que moi, j'en ai vu plein des gens qui me disaient aussi 4 heures de sommeil et c'est normal pour moi. Non, non, non. Il n'y a aucun être humain qui est fait pour dormir 4 heures. C'est pas physiologique. Et il y a des opérations biologiques qui ne se font pas. Voilà. Donc, retrouver un bon sommeil, c'est primordial. Hein. Non, mais ça a changé ma vie. Je me couche, je dors. Je n'ai pas la hantise toute la journée de me dire est-ce que ce soir je vais dormir? Parce qu'en fait, tu ne dors pas et en plus, tu passes ta journée à te dire est-ce que ce soir je vais réussir à m'endormir? Comment je vais occuper tout ce temps où je suis seule dans le noir? Il faut le vivre, hein, parce que c'est vrai que je n'en parle jamais, même à mes coachés, j'en parle pas, mais c'est ça aussi, c'est douloureux à vivre. Tu es là, tu traînes, tu te réveilles brutalement à 2 heures du matin, tu sais même pas pourquoi, et tu es là, tu traînes, parce que tu peux rien faire. Donc oui, bon, on peut s'occuper à 2 heures du matin, mais c'est mieux quand on est en train de dormir. Moi, je le dis clairement, c'est impossible d'être en bonne santé sans un sommeil de 7h30, 8h. Une bonne nuit réparatrice. C'est impossible. Eh ben ça, c'est mon on peut le faire un certain temps, mais c'est comme un élastique qu'on tire. À un moment donné, il va casser. Il va casser. On peut pas. Moi, je dors comme un bébé. Bah, je me couche, je m'endors, je me réveille sans réveil. Attends, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Exactement. Ça, c'est la vie. Et franchement, donc, du coup, les kilos perdus, c'est anecdotique. Pour moi, c'est ça, c'est l'anecdote. Ça, c'est l'anecdote. C'est ma qualité de vie, ma clairvoyance, mon énergie, sortir de la dépression. J'étais pas dépressive, voilà. Et puis me réaliser que je n'étais pas dépressive. Je ne suis pas quelqu'un de dépressif. La nourriture m'a rendue dépressive, et pas que la nourriture, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Ça fait un effet domino, parce qu'une fois que tu manges bien, que tu es plus clairvoyante, que tu arrives à gérer ton quotidien, que tu n'es plus soumise à des fluctuations de glycémie, de ceci, de cela, tu n'as plus cet impératif d'être à table, sinon tu vas tomber dans les pommes. Ta vie, elle change en fait. Ça fait comme un effet domino en fait. Et il y a plein de choses qui s'améliorent, il y a plein de choses que tu élagues. Et cette netteté dans l'assiette se reflète dans ta vie. Les choses sont plus simples. Franchement, je ne sais pas si tu as besoin de faire 100 fois ça, mais fais-le pour que les gens comprennent que c'est ça la vraie vie. Oui. Que ce dans quoi on nous a menés et qu'on nous mène et qu'on nous fait croire tous les autres qu'on est fous. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai des coachés qui me disent, elles vont voir une diététicienne. Elles vont la voir parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir avoir de l'Ozempic. Et il y en a une qui est venue me dire ça. Elle m'a dit, je sais que je l'aurai, hein, l'Ozempic. J'ai rendez-vous bientôt avec elle parce que ma cousine a été et tout. Et elle me dit, heureusement que je t'ai trouvée, hein, Sandrine, parce que je suis en train de me poser la question pour l'alimentation cétogène, mais c'est tellement complexe. Et quand j'explique, elle me dit, ah, toi, tu rends tout simple. Donc, je vois que je peux le faire. Et elle m'a dit, je vais te dire clairement ce que je pense. Tu as des problèmes dans ta vie, pique-toi la morphine, ça ira mieux. Voilà. Concrètement, c'est ça. Est-ce que l'Ozempic va régler ton problème? Pique-toi la morphine, ça va régler ton problème. Ouais, mais le plus grave dans l'histoire... Non, mais c'est la vraie hérésie. C'est un futur scandale. Ça, on ne le sait pas encore. C'est un futur scandale. L'Ozempic, quand on perd 2 kilos, que ce soit bien, si tu veux montrer cette vidéo aux gens que tu coaches, l'Ozempic, quand tu perds 2 kilos, tu perds 1 kilo de muscle. Ah ben. Deuxièmement, l'Ozempic, quand tu l'as, c'est à vie. Dès lors que tu l'arrêtes, tu reprends plus vite ce que tu as perdu. Ben, la courbe, elle est comme ça, la courbe. Hein. Quand tu l'arrêtes, c'est radical. Tu reprends plus que ce que tu as perdu. Mais tu reprends le gras, tu ne reprends pas le muscle. Hein, parce qu'il faut du temps pour reprendre le muscle. Oui. Cancer de la thyroïde, cancer du foie, c'est un carnage. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai même vu des gens qui étaient éduqués, parfaitement informés au régime cétogène, dire « Oh non, c'est bon, j'en ai marre, c'est plus facile avec l'Ozempic, j'arrête, je fais de l'Ozempic. » Voilà. Aux États-Unis, c'est un vrai carnage et ça va être mondial.
C'est un jackpot. Hein. Aux États-Unis, c'est vendu 1 500 €, 2 injections par mois. Remboursées, pas 1 500 $, 2 injections par mois, remboursées par les assurances santé. Donc, ça coûte rien aux malades. C'est pour ça, c'est simple, ça coûte rien. Mais et elle me dit que cette même dame, quand elle lui dit, mais finalement, non, je ne vais pas prendre, je vais faire l'alimentation cétogène, lui dit, oh là 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 là, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, bien sûr. Alors moi, je dis à cette dame, prenez une journée, allez sur PubMed, allez chercher la littérature scientifique sur Ozempic, et ensuite, allez chercher la littérature scientifique sur le régime cétogène et perte de poids. Et après, faites votre choix. Et je vais bien citer aussi l'étude la plus stupide du monde que j'ai trouvée. Tu sais, j'ai vraiment un dossier dans mes j'ai 9500 études en PDF et j'ai un dossier qui s'appelle études de merde. Études de merde. Et il est comme ça. C'est facile à retrouver, toi. Voilà. Et il y en a une, c'est un groupe de personnes qu'on va rentrer en chirurgie bariatrique. Donc, c'est des gens qui sont en obésité morbide, qui ont un IMC de plus de 35. Qu'est-ce qu'on leur fait? On leur dit, monsieur ou madame, vous allez passer en chirurgie bariatrique. Mais avant ça, on va vous faire 1 mois de régime cétogène. Ah bon? Ils font 1 mois de régime cétogène. C'est dans l'étude clinique. Hein. Et là, on regarde ce qui se passe au bout d'1 mois, la production d'insuline, le glucagon, le CRP, le poids, tout quoi. On regarde tout. Et on voit qu'au bout d'1 mois, tout s'est amélioré. Mais vraiment, la glycémie à jeun, l'insuline à jeun, etc., etc. Et la conclusion de l'étude, c'est maintenant, ils sont prêts pour passer en chirurgie bariatrique. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'étude de merde, parce qu'il suffisait juste de continuer le protocole cétogène et ils n'avaient pas de problème. Hein. Ils n'étaient pas handicapés à vie, obligés de prendre des suppléments à forte dose toute leur vie, etc., etc. On marche sur la tête. Hein. Oui, on marche sur la tête, parce que c'est une boucherie, en fait. Hein. On va faire de la chirurgie sur des gens qui n'en ont pas besoin. Avec juste un petit changement dans l'assiette. À la limite, toi, ces gens-là, on leur a payé un accompagnement avec une diététicienne formée au régime cétogène pendant quelques mois, voire un cuisinier, pour les aider à apprendre à cuisiner. Ça ne coûte pas cher. Tu prends un cuisinier à la journée, tu formes 10 personnes. Et voilà, on va vous réapprendre à cuisiner cétogène. Mais tu as réglé définitivement les problèmes de santé des gens et tu ne les as pas passés en chirurgie. Ouais, mais ça rapporte pas. Malheureusement, c'est le vrai sujet, en fait. Ça ne rapporte pas. Ça rapporte pas, en fait. Et, mon Dieu. Je suis trop sensible pour ce genre de sujet. Mais tu as raison, et c'est pour ça que je te soutiens, et tu as raison de faire ce que tu fais localement avec le mode de vie local, les recettes locales, adapter le régime cétogène au mode de vie local. C'est super important ce que tu fais. C'est ça qui est important. Et je reviens toujours sur le même sujet. Imagine-toi hein, l'influence que tu as eue sur moi et regarde comment ça rejaillit sur mon île. Mais je te redis merci. Je te dis à toi et... Merci faire venir un petit coucou Martinique, Guadeloupe, ça sera avec plaisir. Ouais, moi, je vais te recevoir avec grand plaisir parce que je suis en train d'essayer de faire bouger les choses. D'ailleurs, ma formation business, c'était pour ça. Là, les choses vont s'accélérer parce que j'ai appris comment essayer d'accélérer les choses parce que je ne peux pas tout faire derrière mon ordinateur toute seule, personne après personne. Ça ne va pas marcher, ça. Ça peut-être me faire un petit porte-monnaie un peu plus garni, mais ce n'est pas ça mon but, en fait. C'est pas ça mon but. Ah, c'est pas facile. Et puis, encore une fois, il faut s'adapter au mode de vie local. Hein. Je ne sais pas ce que les gens ils aiment avoir. Est-ce qu'ils préfèrent un contact humain avec des petites conférences, des consultations individuelles? Ça dépend de ce que localement les gens, ce dont ils ont besoin. Ouais, en fait, c'est ce qui est bien avec la... Et c'est vrai, hein, peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent des Martiniquais, mais ils s'adaptent très vite. C'est cette capacité à s'adapter parce que j'ai proposé du coaching en ligne. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Quand je leur dis, elles me disent « Ah ouais, mais elles viennent parce que, bon, voilà, il faut s'adapter. Je vais dire demain, j'ouvre un cabinet, elles vont venir. Si je dis demain, je fais des conférences, je sais qu'elles vont venir. Parce qu'en fait, elles veulent savoir. C'est juste que le savoir, ici, c'est pas facile à tout le temps, en fait. C'est une petite communauté, on pourrait tout savoir très vite, mais en fait, on ne sait pas les bonnes choses. Ah non, mais alors là, par contre, je suis persuadé que le fait que ce soit une petite communauté, c'est un avantage pour toi. Oui, c'est un avantage pour moi. Je ne sais pas si tu trouvais un petit local pour faire une petite cuisine. Je ne sais pas si tu sais, Ménélé a ouvert une école de cuisine keto ici à Boulder, au Colorado, pour former des gens. Faire un petit local, tout ça, avec un îlot central, des plaques pour cuisiner, etc., par petits groupes de 6-8 personnes. Tu dis, voilà, je vais vous faire une petite série de formations pour expliquer la théorie. Puis après, on va rentrer en cuisine avec les aliments locaux. Et les gens, ils ont directement des bienfaits. Sur l'île, ça va vite se savoir.
Ça Tu va vois? vite, c'est ça. Parce que l'avantage du régime cétogène, c'est l'exemple. À un moment donné, la théorie, c'est bien beau, mais quand tu vois une personne qui vient de perdre 40 kilos dans l'année, tu peux pas lui dire que son régime, il marche pas, quoi. C'est un fait. Et Ouais. ça se sait vite après dans une petite communauté, tu vois, deal, par exemple. Ouais, alors, par contre, pour les exemples probants, Hmm. c'est quelque chose que j'ai du mal à avoir parce que les gens veulent garder. Voilà. Secret. Ouais, oui. Pas pour moi, hein, pas parce que ma méthode est magique, mais parce qu'elles n'ont pas forcément envie de dire. Moi, j'ai ma coach star, elle me dit, moi, j'ai pas envie, et pourtant les gens savent qu'elle faisait ce poids. Elle me dit, mais j'ai pas envie que tout le monde sache que je faisais ce poids. Je dis, oui, mais ils ont bien vu. Mais elle me dit, non, non, ne dis pas que c'est moi. Ne dis C'est pas vrai mon nom. que je comprends qu'une grosse perte de poids, il y a toujours une gêne. Et moi, je remercie vraiment, sincèrement, les gens Oui, ceux qui ont qui. eu le courage de témoigner. Je pense à Guillaume qui nous avait fait un long témoignage sur notre site, moins 70 kilos. C'est juste la moitié de son poids. Je C'est pense à vrai. Stéphanie, même chose. C'est des gens courageux parce que une chirurgie, c'était facile. Là, ils se sont pris en main. Et en 18 mois, ils perdent la moitié de leur poids, quoi. C'est juste énorme comme résultat. Il y a peu de gens qui y arrivent. Donc, faut que ça se sache. Il Oui, faut il qu'il y ait faut de que plus ça en se plus de sache. gens qui témoignent. Moi, j'ai des records. J'ai des gens qui ont perdu 200, 250 kilos quand même. Waouh. On est dans de l'hyper-obésité, tu vois, qui impacte ton espérance de vie à court terme. C'est des gens, on leur dit à 45 ans, vous serez mort. Et quand ils changent leur vie de façon radicale comme ça, il faut que ça se sache parce que ça donne un exemple à d'autres À pour leur suivre. dire c'est possible, vous pouvez le faire. Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je t'avoue, c'est pas Ouais, je facile. comprends. Elles sont très, très réticentes. Bon, j'ai facilement des témoignages. J'ai beaucoup de témoignages écrits. J'ai quelques audios. Donc, parce que je me suis dit, bon, allez, on va quand même avoir des audios, donc sans problème. Mais les vidéos, les photos, même anonymées, c'est pas facile. Faut pas anonymer. Moi, par contre, je suis contre ça parce que ça fait trucage. J'aime pas l'idée. Soit, ok, on n'est pas capable d'assumer, on fait pas de témoignage, mais les gens qui sont obligés de se flouter ou un faux nom, etc., ça laisse une idée malsaine en fait sur le témoignage. Je pense que c'est pas la bonne solution, ça. Ouais, mais c'est du coup, ce serait soit Oui, audio, soit je comprends, écrit. Ouais. Ah ouais, je te je dis, c'est comprends. pas facile. Ben, Mais il faut bon, que tu leur je sais envoies que. nos portraits keto parce que là, on va en faire 100. 100, j'ai essayé vraiment d'avoir le maximum de diversité. Des gens touchés par un diabète de type 1, diabète de type 2, l'obésité, jusqu'à Salomé pour l'anorexie. Tu imagines quand même un régime Ah alimentaire oui, qui vient à bout oui, de l'anorexie et de l'obésité à l'autre bout. Tu vois des pathologies liées au cerveau, des gens. Il y a eu des trucs énormes. Là, il y a Maïtexa qui a témoigné. Maïtexa, elle était oui, dans j'ai un vu. état de santé catastrophique. Elle inverse un diabète de type 2, elle était appareillée pour une apnée du sommeil, elle avait de l'hypertension, tout ça inversé grâce au régime cétogène. Elle perd 40 kilos. Ouais. Alors que là, aujourd'hui, à 64 ans, elle est en pleine forme. Elle aurait aimé être comme ça à 40 ans, tu vois. Donc, il faut que ça se Oui, c'est sache. ça. Mettre ça, comment ta vie entre parenthèses pendant 20 ans, alors que tu n'as pas, en fait, t'as pas de, quand je dis t'as pas de problème, c'est pas comme si tu avais eu un accident de la vie. Et puis, C'est les tout ce que tu champions as aussi, mangé. c'est important. Moi, j'ai toujours voulu associer les sportifs avec tout le reste parce que pour moi, le sport, c'est ce qu'on peut faire de mieux avec un corps humain. Et donc, quand tu as des champions qui sont passés, je pense à Cyril Lemoine, 12 fois champion du monde de jet ski, qui explique justement que après chaque repas le midi, il était obligé de faire une sieste, comme toi. Comme toi, tu vois. Et il est 12 fois champion du monde. Il mangeait le midi, il faisait sa petite sieste flash de 15-20 minutes, et après, il allait faire sa compétition. Il ne pouvait pas faire autrement. Et le keto, ben, il n'a plus besoin de sieste. Tu n'as plus besoin Tu de vois. sieste. Jean-Michel Bell, qui est le plus grand champion moto du monde pour moi, un témoignage magistral, 1 an de régime cétogène, son expérience en vélo, etc. On a eu d'autres personnes, championnes du monde de VTT électrique. Enfin, et pour ça, les sportifs sont intéressants aussi parce qu'on voit que même dans la performance, on peut faire des Ouais. choses. Il y a Faire encore un encore mieux. paquet de gens qui savent même pas qu'on peut faire un marathon sans manger de glucides. Tu vois. Et à Oh mon côté de Dieu, ça, il y a j'ai des Mike trailers dans mon entourage, quand je leur dis ça, oh, ils ne comprennent pas ce que je dis. Et on peut pas, ben, tu sais, je sur n'ai notre pas. site, j'ai publié un témoignage d'un gars que je connais qui habite en Utah, qui est un des pionniers aussi du régime cétogène. Et il avait fait 160 km en 18 heures avec rien que de l'eau, pas de nourriture, en partant à jeun. Et là, il s'est dit, c'est pas assez, je vais essayer de voir sur 24 heures ce que ça fait. Et là, il vient de faire sa course, 24 heures de course à pied, non-stop, juste à l'eau avec des électrolytes, sans nourriture. Tu vois. Et t'en as, ils sont même pas capables de se dire, on peut faire un marathon sans nourriture. C'est C'est ça. C'est c'est ça. pour ça que les Quand je leur sportifs sont parle, utiles. ouais, Voilà. c'est super utile parce que ça prouve qu'en fait,
tu peux être dans la performance avec cette alimentation. Exactement. Et ça améliore tes performances en plus. Donc, on a plein de champions. Paula Niobi-Fraser en Ironman qui a eu 5 médailles d'or dans les années 80 et 90. Dans plein de domaines, des pilotes de motocross qui ont été champions, parce que ça c'est mon domaine, mais sinon course à pied, patinage artistique, tu as eu tout. Mon conseil, moi si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est peut-être prendre des morceaux choisis de ces, pour nous donner de la matière pour envoyer pour nos coachés, parce qu'ils ne vont jamais regarder une vidéo d'1 heure. Faut pas je ne sais pas si tu le sais, mais Nelly passe un temps incroyable à revoir toutes les vidéos. Et elle chapitre toutes les vidéos. Et donc, il suffit que tu ailles dans le chapitre, tu vas dans le chapitre et tu as le lien immédiatement de l'instant qui t'intéresse. Non, mais c'est triste, moi je veux le faire. Parce que ça m'intéresse, ça me passionne. Mais les coachés, elles ne vont jamais le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je leur envoie le chapitre. Le lien. Ouais, ça fait juste un lien. Quand tu vas sur le chapitre, tu fais clic droit, copier le lien, et ça envoie le lien pile à l'endroit où tu veux qu'ils entendent. Voilà. Ouais. Je vais faire ça. Moi, ce n'est pas un problème pour moi, mais ça aurait été bien qu'elles aient tout, parce que là, tu envoies un chapitre pour ci, un chapitre pour ça, mais c'est pas grave, je vais le faire, parce qu'il y a trop de choses qui sont intéressantes. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a vraiment une grosse pathologie, que je ne peux pas la suivre, je peux lui dire, je ne peux pas te suivre, mais sache que ça pourrait peut-être t'aider. Tu as des médecins, enfin, moi j'essaye de mettre en avant, alors je suis vraiment très très violent et très critique envers une grande partie des médecins, mais de l'autre côté, je défends bec et ongle des médecins engagés vers la santé métabolique, typiquement le docteur Jikossi, que pour moi, j'ai un respect immense pour elle, c'est une pionnière du régime cétogène pour le cancer, mais pas que, parce qu'elle est hématologue, donc elle sait très bien analyser tout ce qui tourne autour de l'analyse de sang, et c'est souvent quelqu'un qui a un problème de stéatose hépatique, on le voit dans son analyse de sang, etc. Donc elle peut apporter de l'aide sur beaucoup de domaines, elle fait des consultations en ligne, donc les gens du monde entier peuvent, à distance, envoyer leurs analyses, etc., puis avoir un avis d'un vrai médecin formé, voilà. Mais après, j'essaie d'en mettre d'autres en avant. Le docteur Liberati qui est à La Réunion, voir un médecin formé au régime cétogène à La Réunion, tu te dis, c'est pas possible. Mais s'il y en a un, le docteur Liberati, par exemple. Et donc, si vous êtes un médecin, un professionnel de la santé, que vous voulez bien parler à visage découvert, parce que beaucoup m'ont dit, non, je veux pas publiquement que ça se sache. J'en connais plein, mais ils veulent pas que ça se sache. Eh bien, signalez-vous parce qu'on vous fera parler. Moi, j'hésite pas à faire parler des gens engagés vers la santé. Et je suis prêt à les défendre parce que clairement, on a besoin vraiment de ces personnes-là pour nous aider. On en a besoin, tout à fait. Aujourd'hui, tu sais, le docteur Jikossi a une phrase que j'ai bien retenue parce qu'elle a expliqué que le régime « mangez ce que vous voulez » n'était pas scientifiquement documenté. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un cancer et que tu te dis « comment je peux faire au niveau alimentation pour le combattre », la majorité des centres, ils vont vous dire « mangez ce que vous voulez ». Surtout quand vous avez un cancer gravissime où on sait qu'on va rien pouvoir faire pour vous. Faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez. Mais non, on peut faire autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels de la santé, de cancérologues, de nutritionnistes adaptés pour la cancérologie, formés au régime cétogène. C'est ça. Ouais. Veux-tu ajouter quelque chose d'autre, aborder un autre sujet Non, on a vraiment brossé tout ce que j'aurais pu dire et merci de m'avoir permis d'en parler. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir donné cette tribune parce que voilà. Et puis ça fait du bien de pas se sentir seul. Parce Nous sommes très nombreux. J'ai l'impression d'être toute seule sur mon île. Non, c'était le but des portraits keto, c'était de montrer qu'on était très nombreux. Moi, j'ai formé directement des milliers de personnes comme toi. Et chacun, j'ai l'impression, se ressent un peu comme isolé dans son petit coin, alors qu'on est vraiment très nombreux. Ouais. Quand tu vas sur Amazon et que tu regardes le nombre d'avis sur notre premier livre publié en 2017, tu as 1900 avis. Il suffit de voir les commentaires en dessous. Sur un secteur de niche comme ça, tu as beaucoup de nutritionnistes qui passent à la télé qui n'ont jamais eu ça. Hein. Ouais. Donc, clairement, nous sommes très nombreux, mais ça ne se sait pas assez. C'est ça. Merci encore de faire ça parce que ça nous permet de sortir c'est pas de l'isolement, je ne peux pas me plaindre, mais c'est juste que parfois, je ne peux pas parler du keto avec tout le monde. Et on a des choses à dire. Hein. On a pu qu'organiser une tournée mondiale, remplir des stades et tout ça. Moi, je vous attends ici. Hein. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Ulrich, en tout cas. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis je te dis donc à très bientôt quand on viendra te voir Martinique. À Martinique. Au revoir.